L'histoire commence alors qu'un couple d'immortels joue une partie d'échecs. L'immortel Lee explique que S et moments de loisir sont toujours de courte durée. Son dernier souci est lié au fait qu'il doit une dette de gratitude à quelqu'un. Il avait promis un jour d'accepter le descendant d'un vieil ami comme disciple, si jamais un message était envoyé par de l'encens noir. Cependant, depuis 3 ans, chaque fois que l'encens est allumé, il s'éteint très vite, ce qui le pousse à partir en quête. Juste à ce moment-là, l'encens est allumé pour la 13e fois en 3 ans, et Lee est déterminé à découvrir qui est cette personne qui ne cesse de le taquiner. Sur Terre, on voit que la personne qui allume sans cesse l'encens est notre protagoniste, Bai. Il se rappelle de rester calme pour que, cette fois, il puisse envoyer son message à l'immortel au lieu de fuir à nouveau. Le rituel est aussi dangereux que jamais, alors que Bai court sous les éclairs et que les villageois du village de Bai prient l'immortel. Ils appellent tous Bai le putois blanc, mais le chef du village exige qu'il soit plus gentil envers lui. Il les regarde tous grandir. De retour sur la montagne, Bai est prêt à abandonner une fois de plus. Mais il est choqué lorsqu'une voix venant du ciel le gronde pour avoir joué avec l'encens noir. Lee, l'immortel, se révèle enfin, et Bai explique qu'il attend depuis plus de 3 ans. Lee veut une explication sur pourquoi Bai, effrayé, a tenté de l'appeler plus de 10 fois tout en fuyant à chaque fois. Bai explique que ses parents sont morts quand il était jeune et que les villageois ont tous agi comme des parents adoptifs pour lui. Tout le monde savait qu'allumer l'encens invoquerait l'immortel qui emmènerait Bai en tant que disciple. Ainsi, chaque fois qu'il allumait l'encens, les villageois suppliaient Bai de rester. Et c'est ce qu'il faisait. Lee est émerveillé par la loyauté de Bai, si jeune, et Bai explique qu'il est maintenant prêt à commencer son entraînement pour devenir immortel et vivre éternellement. Lee accepte de le prendre, mais Bai précise qu'il aimerait avoir un moment pour dire au revoir au chef du village. Bai dit que c'est le chef qui ne peut vraiment pas supporter de le voir partir, mais un regard vers le village montre qu'il remercie les cieux que Bai parte enfin. Les villageois célèbrent également, mais la joie est de courte durée, car Bai leur promet qu'il reviendra les voir un jour. Lee emmène alors Bai dans le secteur des immortels pour commencer son entraînement. Cependant, Bai est surpris lorsqu'il est laissé derrière et accueilli par un homme nommé Jang, qui lui annonce que la cuisine de feu a un nouveau venu. Leur introduction est bientôt interrompue par un homme nommé Bao, qui est en colère de voir que la cuisine de feu a accepté quelqu'un d'aussi faible que Bai de manière aussi déloyale. Bao explique qu'il a scrupuleusement économisé sur la nourriture et d'autres dépenses pendant 7 ans pour acheter des pierres spirituelles, croyant que cela l'aiderait à entrer dans la cuisine de feu. Il est certain que Bai lui a pris sa place et tente de faire du mal à Bai. Zhang sauve Bai juste à temps et gronde Bao pour ne pas se comporter correctement en tant que cultivateur de 2e niveau. Zhang le met en garde de cesser les combats, mais Bao fait de Bai son ennemi juré. Il lui lance un défi et explique qu'au moment venu, l'un d'eux devra mourir. Bao prend la fuite et Zhang explique à Bai qu'il sera bien temps qu'il ne tentera pas de se battre contre Bao. Ensuite, Zhang explique que la cuisine de feu prépare des repas pour les anciens et tous les ingrédients sont de haute qualité, fournissant de l'énergie spirituelle pour l'entraînement. Bai est le 9e membre de la cuisine de feu et est conduit à la cérémonie de sélection de son instrument divin. Il pense qu'il devra choisir entre différents artefacts impressionnants, mais il est choqué de découvrir qu'il s'agit simplement de bâtons de marche. Bai est un peu hésitant, car il ne pense pas qu'il puisse en porter un, mais Zhang lui fait remarquer que cela montrera qu'il appartient à la cuisine de feu et que les autres éviteront de l'intimider. Après un moment, Bai finit par choisir un bâton pour en faire le sien, tandis que tout le monde rit en disant qu'il ressemble à une coquille de tortue. Zhang explique ensuite qu'il y a 10 niveaux de considération clés. Plus votre niveau est élevé, plus vous pouvez maîtriser de techniques. Une fois que les 10 niveaux de considération clés sont atteints, une personne peut cultiver jusqu'au royaume de l'établissement de la fondation. Dans ce secteur où se trouve la cuisine de feu, les disciples ne peuvent atteindre que le niveau 3 de considération clé
et devront se déplacer vers le secteur extérieur pour atteindre des niveaux plus élevés. Il explique que tout ce processus prendra beaucoup de temps et Bai réalise qu'il devra travailler dur pour pouvoir se protéger. Cette nuit-là, Bai lutte avec son entraînement en entendant un bruit étrange et se demande si Bao est venu pour lui. Un coup d'œil dans la cuisine révèle cependant que les autres membres sont en train de se régaler. À l'extérieur, on voit que Bao est effectivement là. Il s'exclame que Bao ne pourra pas se cacher dans la cuisine de feu éternellement. Et lorsqu'il part, Bao jure de l'éliminer. De retour à l'intérieur, Bao explique qu'il ne peut plus manger et promet de ne dire à personne qu'ils ont tous mangé de la nourriture spirituelle. On lui explique que, comme il vient juste de commencer, il est important pour lui de se fier à la nourriture pour éliminer les impuretés de son corps. Leur lien se renforce à mesure qu'ils continuent à manger plus de nourriture spirituelle. Et Bao est choqué de découvrir que son corps brûle. Le lendemain matin, Bao est surpris de constater que son corps ne lui fait plus mal lorsqu'il s'entraîne, et il peut sentir le ki circuler dans son corps. Il est plus déterminé que jamais à s'entraîner. Et après un certain temps, il est ravi de constater qu'il peut contrôler son pouvoir spirituel. Bao devient affamé et cuit un grain de riz spirituel dans son wok, étant un peu surpris par le résultat. Plus tard, les autres lui font remarquer qu'ils étaient inquiets car ils ne l'avaient pas vu depuis un moment, mais il explique qu'il s'était simplement beaucoup concentré sur son entraînement. Zhang est étonné de voir à quelle vitesse Bao a atteint le premier niveau de considération clé et Bao attribue cela au riz lumineux qu'il a mangé. Tout le monde rit, car il n'existe pas de riz lumineux et ils n'ont pas d'objet comme ça à moins qu'il ne soit raffiné. Ils expliquent ensuite que la capacité de raffiner est encore loin du niveau où Bao en est dans son entraînement, mais qu'il accomplira probablement un certain type de raffinage à un moment donné. De plus, il existe 3 types de raffinage. Le raffinage des armes pour les rendre plus fortes, le raffinage des élixirs pour perfectionner leur formule, et enfin, le raffinage spirituel. Le raffinage spirituel est extrêmement rare et très peu de personnes ont l'espoir de le réaliser. Cela nécessite de verser la ki vivante du monde dans un objet par la force. Chaque fois que cela réussit, le raffinage laisse une gravure unique et la puissance résultante double à chaque raffinement réussi. Cette nuit-là, Bao se demande si son grain de riz a été raffiné spirituellement et si son wok est en réalité un instrument divin capable de réaliser le raffinage spirituel. Il décide qu'il doit le tester et qu'il le cachera de tout le monde. Dehors, Bao continue à attendre que Bai sorte. Bai réalise que Bao est seulement au 2e niveau de la considération clé et décide de s'entraîner encore plus dur pour ne plus avoir à se cacher. Un peu plus tard, Bai est surpris par quelque chose et pense à la manière dont il vient de terminer le raffinage spirituel de son épée en bois 2 fois. Cependant, après cela, son bâton commence à flotter et quelque chose semble être tiré de lui. Bai est alors horrifié lorsqu'il perd quelques cheveux, ce qui lui fait réaliser qu'il doit perdre une partie de sa durée de vie lors du raffinage. Bai a toujours été très prudent toute sa vie pour s'assurer qu'il vivrait aussi longtemps que possible. Mais maintenant, il se sent trahi par son bâton, qui a gâché tout son travail acharné. Il découvre alors, à sa grande surprise, qu'il peut absorber et invoquer son bâton à volonté. Alors qu'il est appelé à sortir par Zhang, Bai commence à accuser Bao pour la dureté de son entraînement. L'entraînement intense a conduit à son raffinage spirituel et maintenant il a perdu une partie de sa vie. Bai devient furieux et crie après Bao, prêt à se battre contre lui maintenant. Cependant, il est expliqué que Bao a disparu et a probablement abandonné. Tout le monde rit en disant qu'il n'existe pas de riz lumineux et que de tels objets n'existent que s'ils ont été raffinés. Ils expliquent ensuite que la capacité de raffiner est encore très loin du niveau d'entraînement de Bao, mais qu'il accomplira probablement un certain type de raffinage à un moment donné. De plus, il existe 3 types de raffinage. Le raffinage des armes pour les rendre plus fortes, le raffinage des élixirs pour perfectionner leur formule, et enfin, le raffinage spirituel. Le raffinage spirituel est extrêmement rare
et très peu de personnes ont l'espoir de le réussir. Il nécessite de verser la quille vivante du monde dans un objet par la force. Chaque fois que cela réussit, le raffinage laisse une gravure unique et la puissance résultante double à chaque raffinement réussi. Cette nuit-là, Bao se demande si son grain de riz a été raffiné spirituellement et si son wok est en réalité un instrument divin capable de réaliser le raffinage spirituel. Il décide qu'il doit tester cela et qu'il le cachera de tout le monde. Cependant, tout le monde est choqué lorsqu'il découvre que Bai a en réalité gagné le combat. Bai libère sa rage et blâme Bao pour avoir perdu sa durée de vie. Avec Bao maintenant défait, le sort qui pesait sur Bai est levé et Bai promet de se venger une nouvelle fois s'il ne parvient pas à regagner sa durée de vie. Le superviseur est stupéfait de voir qu'un nouveau disciple a vaincu le puissant Bao. Mais Bao révèle avec étonnement que Bai a en réalité atteint le niveau 3 de la considération clé. Ensuite, il est annoncé à tout le monde qu'il y aura un examen de promotion pour ceux qui souhaitent participer. C'est la seule occasion de passer au secteur extérieur et la compétition sera féroce, car seuls les 3 premiers candidats seront acceptés. Zhang explique que leur groupe de la cuisine du feu ne participe jamais à cet événement, mais Bai pense qu'il est temps que cela change. Un peu plus tard, les villageois remarquent à quel point la cuisine du feu est étrange, étant si calme. Ailleurs, un groupe discute de la manière dont ils vont se battre pour la première place et sont surpris par l'arrivée de la famille Ao. Tout le monde s'enfuit lorsqu'une fille peu ordinaire sort de la charrette, et ils sont encore plus intrigués par le fait que la cuisine du feu a décidé de participer à l'épreuve. Bai arrive et est surpris de voir autant de monde là. Il explique à Zhang que, quoi qu'il arrive, ils doivent s'en tenir à leur plan, et Zhang accepte de suivre cette décision. L'épreuve commence alors, et nous découvrons ce que notre groupe a prévu. Les membres de la cuisine du feu ont l'intention de prendre les 3 premières places eux-mêmes, mais ils réalisent qu'ils doivent avoir un plan minutieux pour y parvenir. Cependant, tout le monde est choqué lorsque Bai révèle son plan. Il s'agit tout simplement d'attendre. L'épreuve, très compétitive, assurera que les premiers combats seront intenses. Alors Bai veut que le groupe reste en retrait pendant que tout le monde s'épuise, afin de conserver leur force. Le groupe a entraîné sans relâche pour l'épreuve, mais ils sont choqués de constater qu'elle est plus intense que ceux qu'ils avaient imaginés. Les autres membres du groupe doivent finalement participer au combat pour que Bai puisse se faufiler en avant. Plus ils montent, plus leurs mouvements sont restreints, mais d'autres participants sont stupéfaits de voir que Bai n'est pas du tout affecté. Alors que d'autres membres de la cuisine du feu montent la montagne, ils rencontrent Chen, le superviseur. Chen trouve étrange que la cuisine du feu ait toujours été le secteur le plus rentable, sans raison particulière pour participer aux épreuves, et se demande ce qui a changé cette fois. Cependant, l'effort de Chen pour suivre le groupe échoue, et il se retrouve laissé derrière à proférer des menaces vaines. Ailleurs, Bai arrive dans une zone dangereuse et se souvient de certaines informations que Zhang lui a données. Zhang lui avait révélé que l'obstacle final de l'épreuve impliquerait 5 piliers en bois plantés dans la boue. Contrôler les roches flottantes dans un certain ordre permettrait d'ouvrir le passage. Zhang avait expliqué que l'épreuve n'était pas si difficile et qu'il ne mourrait même pas s'il tombait, mais Bai n'est pas sûr que ce soit vrai. Il commence à organiser les morceaux de terre, mais il est constamment rempli de peur. Bai arrive au point où il ne reste plus qu'une seule pièce à déplacer et il parvient à faire le saut de justesse. Un oiseau l'aide un instant, mais il s'envole, et Bai hurle alors qu'il tombe vers sa mort. Cependant, il se réveille quelques secondes plus tard pour découvrir qu'il est toujours en vie et qu'il a enfin réussi l'épreuve. Les autres membres arrivent peu après et on leur annonce que, une fois que les 3 d'entre eux franchiront une porte, ils deviendront officiellement des disciples du secteur extérieur, entamant enfin leur chemin vers l'immortalité. 2 autres participants arrivent, déçus de voir qu'ils sont trop tard, mais Bai choque tout le monde lorsqu'il déclare que son groupe n'est pas encore prêt. Bai prend la parole et explique combien il est triste de quitter ses frères de la cuisine du feu. Il déteste devoir prendre la décision de partir, mais il précise qu'il doit le faire.
car ils ont sacrifié tellement pour arriver à la fin de l'épreuve. Bai veut être encore plus dramatique et ajoute que son frère est même devenu tout maigre à cause de la faim. De manière encore plus dramatique, Bai explique que, en sautant des repas, son frère est tombé dans les pommes. Il révèle alors qu'il renoncera aux places du secteur extérieur en échange de 200 pierres spirituelles chacune. Bai prononce ensuite un discours emphatique sur la poursuite des rêves et le début de leur chemin vers l'immortalité. L'un des hommes réalise qu'il n'aura plus besoin des pierres spirituelles une fois qu'il sera immortel et donne toutes ses économies à Bai. Il est prêt à vivre son rêve, mais l'homme chargé de superviser l'épreuve arrête tout et révèle qu'ils enfreignent ouvertement les règles de l'épreuve. Cependant, lorsque Bai lui demande quelle règle a été enfreinte, l'homme ne trouve aucune réponse. Bai montre alors sa connaissance des règles en commençant à les réciter une par une. Les heures passent et nous voyons que Bai a étudié les règles en profondeur et finit par relater les 386 règles au superviseur. Puisque aucune règle n'est violée, Bai poursuit la transaction et accepte les enchères pour les 2 autres places. Plusieurs personnes font de grosses offres allant jusqu'à 300 pierres, mais la fille étrange de la famille Hu arrive et propose 10 fois plus. Bai est choquée par son offre, mais l'accepte gracieusement, et elle devient officiellement la 2e disciple du secteur extérieur. Chen arrive bientôt, en colère de voir ce qui se passe, mais le superviseur lui explique qu'il ne viole aucune règle. Il souligne cependant que c'est la première fois qu'une telle situation se produit et ordonne à tout le monde de le suivre au hall des forces de l'ordre. Tout le monde accepte, confiant qu'il ne viole aucune règle. Cependant, Chen n'est pas du tout satisfait et envoie Bai vers la porte afin de le forcer à devenir un disciple du secteur extérieur. L'histoire continue alors que nous voyons que Bai, étonnamment, n'a pas été forcé à passer à travers la porte. C'est Chen qui se trouve de l'autre côté et un flashback montre que la marche de Bai l'a automatiquement sauvé. Chen essaie de revenir, mais le surveillant explique que toutes les décisions sont définitives. La fille étrange qui a payé pour passer à travers la porte remercie Bai de lui avoir permis de le faire et se présente sous le nom de Mei. Bai exprime son soulagement de rester avec la cuisine du feu et le groupe est stupéfait de découvrir qu'ils ont maintenant 200 pierres spirituelles après avoir vendu leur place pour rejoindre le secteur extérieur. Ils trouvent tous des moyens de dépenser les pierres et Bai déclare qu'il veut simplement une pilule de longévité. Juste à ce moment-là, Bai et son groupe sont pris un par une force supérieure et on leur dit qu'ils seront de toute façon forcés de devenir des disciples du secteur extérieur. Bai est ensuite momentanément réintroduit à l'immortel Li et il essaie d'expliquer qu'il y a eu une erreur. Li l'ignore en expliquant qu'il doit s'entraîner dur ou il sera renvoyé dans son village. Après que Li, nommé Yunfei, salue Bai, ce dernier est surpris de voir à quel point les disciples du secteur extérieur sont bien traités lorsqu'il reçoit de nouveaux vêtements. Yunfei explique qu'il n'a jamais vu l'immortel Li aussi en colère contre quelqu'un auparavant et reconnaît que Bai doit avoir enfreint les règles. Bai se défend, mais il contrarie Yunfei lorsqu'il se réfère à Li de manière aussi décontractée. Yunfei explique à Bai qu'il est maintenant un disciple du secteur extérieur et doit avoir une meilleure étiquette. Cela est particulièrement vrai puisqu'il est un apprenti apothicaire, ce qui cultive principalement la voie médicinale. Parmi les 4 principaux secteurs, celui-ci est considéré comme le meilleur et Yunfei veut que Bai le traite de cette manière. Bai est étonné et inspiré, car il espère qu'un jour, il apprendra à fabriquer une pilule de longévité. Yunfei explique que s'il travaille assez dur, Bai finira par atteindre un niveau où une simple pilule, qui prolonge la vie d'une seule année, ne sera plus rien pour lui. Bai est ensuite emmené au pavillon des scripts, qui est une 12aine de fois plus grand que la cuisine du feu. Il ne voit aucun livre sur le raffinement des élixirs, et Yunfei explique que les apprentis doivent d'abord apprendre 10 volumes de plantes et de bêtes spirituelles. Après cela, il devra passer l'examen des 10 monuments géants pour passer au niveau suivant.
Bai remarque quelques rouleaux en hauteur et Yunfei précise qu'il s'agit de rouleaux scellés qui n'ont pas été utilisés depuis un certain temps. Juste à ce moment-là, un homme arrive à la recherche d'un rouleau spécifique, mais l'aîné qui travaille là-bas ne se souvient pas où il se trouve. Bai, étonnamment, prend la parole et donne en détail l'emplacement exact du rouleau à l'homme. L'excitation de l'homme à la trouvaille de l'écriture incite d'autres personnes à demander l'aide de Bai pour retrouver des écrits, et Yunfei n'en croit pas ses yeux. Malgré sa présence là depuis très peu de temps, Bai a réussi à se souvenir de tout avec une telle précision. Après cela, Bai demande une copie d'un script et l'aîné est choqué de voir que Bai veut apprendre le pouvoir immortel de l'immortalité. L'aîné explique que le script n'est pas complet, mais qu'il est encore très difficile à entraîner. Bai devra endurer des douleurs aiguës, perçant les os, et des sensations extrêmes de faim, mais Bai est déterminé. Le lendemain, Bai cherche des herbes lorsqu'il est retrouvé par Chen. Chen veut se venger, alors Bai s'enfuit et heurte accidentellement un monument destiné à quelqu'un passant son examen des 10 monuments géants. Bai est totalement inconscient, pensant que c'est un bon endroit pour se cacher, et il est surpris lorsqu'une voix annonce que la tablette de l'examen a été activée. Bai craint que Chen attende encore, alors il décide de rester et de passer l'examen. Il se voit ensuite demander de dessiner un symbole pour commencer l'examen. Ailleurs, une foule célèbre en attendant que la déesse Zhu termine magistralement son examen. À proximité, Bai décide enfin d'un symbole unique et l'examen commence. On lui dit que à 10 000 plantes seront démontées en plusieurs pièces différentes et Bai doit les remettre dans leur état d'origine. Après les avoir mises dans le chaudron, le nombre de plantes correctement assemblées sera compté. Heureusement, Bai a récemment lu sur les plantes et les remet avec confiance. Bai travaille dur, tandis que le bâton brûlant révèle qu'il manque de temps. L'épuisement commence à s'installer, alors qu'il pense qu'il ne lui reste plus que quelques plantes à remettre en place. Ailleurs, Zhu compte avec assurance les milliers de squelettes d'animaux qu'elle assemble et émerge d'un autre monument. Tout le monde est tellement distrait par elle que personne ne remarque Bai quittant son monument. Mei le voit cependant et explique que le symbole de la personne ayant le meilleur score à l'examen apparaîtra au-dessus des monuments. Tout le monde s'attend à voir le symbole de Zhu, qui est un vase, car elle aura alors terminé première dans tous les 10 monuments. Bai se souvient alors comment Yunfei avait aussi expliqué cela. Il a révélé que sur les 10 monuments, Zhou a obtenu la première place dans 9 d'entre eux. Elle défie maintenant le E, et si elle obtient encore la première place, ce sera une merveille que le secteur n'a pas vue depuis plus de 1000 ans. Le symbole commence à apparaître pendant que quelqu'un explique qu'il ne s'attendait pas à entendre le son du chaudron divin de leur vivant. Il est expliqué que le chaudron divin émet un son pour celui qui obtient la première place dans les 10 monuments. Tout le monde pleure et certaines personnes s'évanouissent alors qu'elles se préparent à être témoins de l'histoire dès que ce vase apparaît. Cependant, aucun son n'est entendu et aucune voix ne se fait entendre. Tout le monde est choqué de voir que le symbole est simplement une tortue. Tout le monde est complètement stupéfait et Bai prend un moment pour se faire passer pour une autre personne, déclarant à quel point la tortue a été dessinée de manière concise, stylée et adorable. Juste à ce moment-là, un homme nommé Jin arrive pour féliciter Zhou, mais elle l'ignore pour retourner dans un autre monument. Jin suppose qu'elle est en colère contre lui pour être en retard pour la célébration, mais elle est en réalité simplement en train de passer à nouveau l'examen du plan. Elle termine peu après en pensant à quel point elle est impressionnée par le fait que quelqu'un a dépassé son score de 7000 plantes de plus tôt. Mais maintenant, elle a correctement assemblé 8000. Elle est stupéfaite cependant, car la petite tortue apparaît encore une fois et elle ne peut s'empêcher de se demander combien de plantes le gagnant a assemblées. Bai explique alors à Mei qu'il faudra plus de 9000 plantes pour le battre et faillit révéler que c'était lui.
mais il parvient à garder le secret. Un certain temps passe et l'on apprend que Zoe a essayé de battre la petite tortue pendant 7 jours d'affilée, mais a échoué à chaque fois. Partout, les gens commencent à spéculer sur l'identité du gagnant et supposent qu'il doit s'agir d'un vieil homme sage avec une tonne d'expérience. Bay entend tout cela et pense attendre le moment parfait, lorsque le public sera rassemblé, pour annoncer que le symbole de la petite tortue lui appartient. Ses pensées sont interrompues lorsque Jean offre une récompense à quiconque capture le propriétaire de la petite tortue, mort ou vif. Toute personne soutenant la petite tortue est assommée, tandis que Jean explique comment il a tout gâché pour Zoe. May défend la mignonne tortue, mais Bay la sauve de la blessure. Cependant, May l'arrête peu après et proclame à quel point elle est inspirée par la personne derrière la petite tortue. Elle admire comment il a battu Zoe de manière juste et espère voir la petite tortue prendre la première place dans tous les 10 monuments, finissant par obtenir le trésor secret en accomplissant cela. C'est la première fois que Bay entend parler de ce trésor et il accepte de rejoindre May pour encourager la petite tortue. Quelque temps plus tard, Bay étudie assidûment en se rappelant de garder un profil bas. May arrive avec de la nourriture et est impressionnée par tous les scripts dans la chambre de Bay. Bay est choquée lorsqu'elle le compare à la petite tortue et exprime sa confiance en sa capacité à maîtriser les 10 niveaux de considération clés. May croit qu'il peut même atteindre la phase d'établissement de fondation et stupéfie encore une fois Bay lorsqu'elle révèle qu'atteindre cet objectif changera considérablement la durée de vie d'une personne. Elle continue en expliquant qu'il existe 3 types d'établissements de fondation. L'un d'eux peut augmenter la durée de vie d'une personne de 100 ans et un autre peut l'augmenter encore plus. Bay réalise que cela pourrait être un objectif à long terme et prévoit de passer les 10 examens des monuments entre-temps. S'il peut obtenir le trésor tant convoité, cela l'aidera à accomplir son objectif ultime de toute façon. Quelque temps après, l'un des chefs des secteurs exprime son mécontentement car il croit que la petite tortue triche puisqu'elle passe les monuments à une vitesse encore plus rapide que Zoe. May suppose que c'est à cause du trésor et l'autre chef exige qu'une enquête soit lancée pour découvrir l'identité de la petite tortue. Nous apprenons alors qu'un conflit entre factions est en train de se préparer et que des innocents sont blessés. Les gens commencent à se demander si la petite tortue lutte pour la cause de la justice. En seulement quelques mois, la tortue a obtenu la première place dans 9 monuments et tous les efforts pour la capturer ont échoué. Une nuit, Bay attend au dernier monument et est surpris de voir que les forces de l'ordre l'ont laissé tranquille. Il avance prudemment, mais nous voyons qu'une fois à l'intérieur, un grand groupe se forme pour l'attendre à l'extérieur. Jean promet de ne pas laisser la petite tortue s'échapper cette fois, et Zoe arrive pour expliquer qu'elle est là seulement pour voir qui est la tortue. Juste à ce moment-là, le symbole de la petite tortue apparaît au-dessus du dernier monument, tandis que tout le monde est émerveillé d'entendre le son du chaudron divin. Bay est stupéfait de l'entendre à nouveau après 1000 ans. À l'intérieur, une voix félicite Bay pour avoir pris la première place dans les 10 monuments, et Bay reçoit le trésor suprême. Le monument s'ouvre et tout le monde se prépare à attaquer, mais ils sont tous distraits par une étrange carapace de tortue. La carapace est en réalité simplement le pas de Bay, et tout le monde se lance à sa poursuite. Ils ne peuvent pas croire qu'une tortue puisse aller aussi vite, mais ils sont déterminés à la capturer. Cependant, May les interrompt et un combat éclate entre les membres du secteur de Bay et les forces de l'ordre. Cependant, à ce moment-là, Lee arrive pour interrompre le combat et ordonne à tout le monde de partir. Bay s'en va également, mais il tombe et profite de l'occasion pour admirer son prix suprême, une pilule d'immortalité. Cependant, il la laisse tomber et se retrouve maintenant à la merci d'un poulet sauvage. Bay est alors horrifié lorsque l'oiseau stupide avale la pilule et s'envole majestueusement. Plusieurs mois passent, alors que Bay explique que les gens ont cessé de considérer la petite tortue comme un criminel recherché
et ont commencé à la voir comme une légende mystérieuse. Bai fait maintenant un travail normal, plantant du bambou, et explique qu'il a atteint le 4e niveau de considération clé. Il n'a pas fait de progrès dans sa quête pour devenir immortel, jusqu'à présent. Nous voyons ensuite Bai s'entraîner. Il commence par affiner sa peau, travaillant les muscles et les os, détendant et resserrant tout cela encore et encore. L'entraînement est extrêmement douloureux, mais Bai se rappelle de tenir bon. Après avoir perdu connaissance, Bai se réveille pour découvrir qu'il a une faim immense. C'est la faim la plus grande qu'il ait jamais ressentie, et il explique qu'aucune personne ordinaire ne pourrait y survivre. Il maudit l'oiseau qui a mangé sa pilule d'immortalité. Bai jure alors de faire payer tous les poulets, et nous voyons plus tard qu'il utilise un insecte leurre pour tromper un poulet dans un élevage voisin. Le lendemain, Zhu réunit les habitants de la ville pour les informer que les poulets de l'immortel Li ont été volés. Il ne s'agit pas de poulets ordinaires, mais de poulets à queue spirituelle, très précieux pour la fabrication de médicaments. Elle explique que le voleur a réussi à en voler des dizaines en une nuit. Zhu déclare que Li est en plein entraînement en ce moment et qu'il n'est pas au courant de la situation. En tant que disciple, elle s'occupera de l'affaire et offre son pendentif protecteur en récompense de la capture du voleur de poulet à queue d'esprit. Bai se rend compte que les choses pourraient mal tourner pour lui et décide d'agir vite. Un autre homme le devance et suggère un moyen de capturer le voleur. Bai s'interpose, car il doit gagner la confiance de Zhu, et souligne toutes les failles du plan de l'homme. Au lieu de cela, Bai recommande que tout le monde s'associe pour former une équipe chargée d'attraper le voleur. Il fait un discours emphatique sur le fait que tout le monde peut aider, qu'il soit jeune ou vieux, homme ou femme. Zhu est impressionné qu'elle soit d'accord avec Bai et proclame qu'il sera le chef de l'équipe tout en lui donnant un ruban en signe de confiance. Cette nuit-là, Bai pense à quel point le fait d'avoir une nouvelle identité facilitera ses vols de poules et il se dirige vers une autre ferme. Alors qu'il vole, Bai est choqué d'entendre la voix de Zhu s'exclamer à quel point elle est déçue. Bai pense qu'il a été attrapé et se rend compte que Li va sûrement l'expulser pour vol. Il se prépare à supplier Zhu pour qu'elle lui accorde sa clémence, mais il est choqué de découvrir qu'elle réprimande en réalité les fermiers pour dormir pendant leur service. Cependant, Bai est repéré juste après et déclare dramatiquement qu'il a arrêté son entraînement pour chercher le voleur. Il dit qu'il n'était pas de taille face aux malfaiteurs et qu'il a subi de nombreuses blessures internes en le combattant. Bai prend l'entière responsabilité en tant que chef d'équipe pour avoir laissé le voleur s'échapper, et Zhu soutient complètement son histoire. Elle explique qu'il était le seul à surveiller son poste de manière assidue et qu'il mérite amplement son pendentif de protection. Zhu lui explique que Bai ne devrait pas travailler aussi dur et devrait plutôt se reposer, en souhaitant que le secteur ait plus de disciples comme lui. Après que Bai se soit reposé, il poursuit sa mission en tant que leader de l'équipe de capture des voleurs, ainsi que son vol en tant que voleur de poules. Une nuit, Bai enterre encore plus d'os de poules et se lamente sur le fait qu'il ne reste plus que quelques poules à la ferme. Il se rend compte qu'il doit étendre son opération et se dirige vers les autres secteurs pour trouver plus de fermes de poules. Bai continue également son entraînement intensif, mais il est surpris une nuit par une attaque furtive dans les bois. Il esquive les attaques, mais se rend vite compte qu'il est hors de forme, chaque mouvement lui coupant le souffle. Finalement, Bai est frappé par l'attaque, mais il célèbre en remarquant que sa peau est devenue aussi dure que la carapace d'une tortue. Li se révèle alors et exprime son étonnement face à la manière dont Bai a réussi à obtenir une peau immortelle, puis à la surpasser pour atteindre une peau de fer. Li se rend compte que Bai a dû endurer beaucoup de douleurs pour y parvenir, mais il reste sceptique sur un point. Il remarque qu'en plus de la douleur, une personne doit aussi supporter une faim extrême à plusieurs reprises, mais Bai semble avoir pris beaucoup de poids. Bai blâme cela sur le bambou qu'il mange, mais Li sait que c'est probablement à cause des poules qu'il mange.
Bai déclare qu'il a été faussement accusé, mais Lee n'est pas intéressé par des excuses et déterre tous les os de poule que Bai a enterrés. Bai hurle alors à l'aide, pensant que Lee va le tuer. Lee l'emporte alors et laisse Bai, désormais en surpoids, dans la vallée des 10 000 serpents. L'histoire continue alors qu'un Bai épuisé supplie Lee de le sauver. Il essaie de justifier avoir mangé tous ces poulets à queue spirituelle en expliquant à quel point il mourrait de faim. Bai promet de changer et de devenir une meilleure personne, mais Lee se demande s'il peut vraiment faire confiance à ce voleur de poulets psychotique. Lee explique alors que leur secteur va organiser une compétition interne. Bai doit finir parmi les 5 premiers, sinon Lee menace de l'abandonner dans la vallée des 10 000 serpents pour toujours. Bai hésite un peu, mais la peur des serpents le motive à accepter. De retour chez lui, Bai révèle qu'il a maintenant spirituellement affiné son épée 3 fois, augmentant considérablement sa vitesse et sa puissance. Il explique qu'il a également amélioré son pendentif protecteur et qu'il a atteint le 5e niveau de condensation clé. Mais il comprend que la compétition à venir sera féroce. Bai étudie un manuscrit rempli d'idées abstraites qu'il est certain que les autres ne pourraient pas comprendre et décide que l'apprendre lui donnera un avantage. Le premier concept est la légèreté, qu'il tente de pratiquer en soulevant un réservoir d'eau. Il échoue lamentablement, mais en étudiant davantage, il découvre qu'il doit simplement mieux contrôler son énergie spirituelle. Bai apprend à le faire, mais il se rend compte que son énergie spirituelle n'est pas assez forte lorsqu'il tente une technique appelée le verrouillage de la gorge. Étant donné cela, il décide qu'il doit vendre du bambou afin d'acheter des élixirs qui renforcent la puissance de son énergie spirituelle. Après un certain temps, Bai retourne à l'entraînement et parvient finalement à soulever le réservoir d'eau. Cependant, il n'arrive pas à le contrôler et se rend compte que s'il ne peut pas se classer parmi les 5 premiers lors de la compétition, il sera renvoyé avec les serpents, ce qui signifie qu'il ne pourra jamais devenir immortel. Le lendemain matin, Bai se réveille pour découvrir un trou dans son plafond, mais il sait que ce n'était pas un voleur, puisqu'il ne possède rien de valeur. Il se souvient alors que, dans son sommeil, il a réussi à exécuter la technique du verrouillage de la gorge, ce qui lui donne une nouvelle confiance en sa capacité à battre tout le monde lors de la compétition. L'histoire passe ensuite au jour de la compétition, où l'on découvre que le surveillant de l'épreuve précédente de Bai s'appelle Feng et qu'il participera à la compétition. À ce moment-là, une fille nommée Fei arrive et est reconnue comme étant très puissante. Certains pensent qu'elle prendra la première place de la compétition, mais d'autres croient que ce sera Feng, car il est également au sommet du 5e niveau de condensation clé. La compétition est sur le point de commencer, mais le chef immortel, Lee, est introuvable. Ailleurs, Bai est fier de lui, car il a finalement réussi à acheter une pilule de longévité, ainsi que des talismans protecteurs pour l'aider à survivre au concours. Cependant, l'immortel Lee le réprimande, car il est presque en retard pour la compétition et le téléporte sur place. Bai est alors déposé devant les autres compétiteurs et s'exclame à Lee qu'il n'est pas prêt. Fei l'aide néanmoins à se relever, et Bai décide qu'il pourrait aussi bien rester, puisqu'il est déjà là. Feng observe attentivement Bai, étonné de voir qu'il a suffisamment progressé pour participer à la compétition en seulement 6 mois. Bai est impatient de passer en premier, mais on lui explique que tout le monde devra tirer un numéro pour déterminer qui affrontera qui au premier tour. Bai change alors d'avis, soulagé d'apprendre qu'il se battra en dernier, mais on lui rappelle que l'essentiel est l'adversaire qu'il devra affronter. La compétition commence alors avec les participants, 1 et 2, qui s'affrontent. Tout le monde s'émerveille devant la puissance des combattants, et peu après, le très respecté Chen est annoncé vainqueur. Les participants 3 et 4 passent ensuite, et Bai est choqué par la brutalité des combats, ce qui le pousse à se précipiter pour attacher autant de talismans protecteurs qu'il peut. Feng finit par combattre et impressionne tout le monde en terminant le duel d'une seule attaque. Fei brille également lors de son combat, esquivant gracieusement les attaques avant d'utiliser un écran de fumée pour détruire son adversaire. Peu de temps après,
C'est au tour de Bai, et on le voit essayer de s'enfuir. Lee le rattrape et l'excuse de Bai, disant qu'il doit aller aux toilettes, échoue lorsque Lee lui répond qu'il peut attendre qu'il termine son combat. L'adversaire de Bai plaisante en disant qu'il ne participe pas à une compétition culinaire, en voyant Bai tenir un wok, mais Bai affirme que c'est pour se défendre. On leur ordonne de commencer le combat, et Bai demande à son adversaire d'y aller doucement avec lui. Cependant, son adversaire ne retient pas ses coups, et après que le wok de Bai lui ait été arraché des mains, il est surpris de voir son adversaire inconscient. Un rapide souvenir montre que c'était en réalité son wok qui avait fait tout le travail, et Bai est annoncé comme vainqueur. Le public est consterné par la manière dont Bai a gagné, et on lui annonce qu'il ne peut plus utiliser d'ustensiles pendant le reste de la compétition. Tout le monde est ensuite surpris par le nombre d'objets que Bai a apportés, et il est moqué par tous. Mais Feng sait qu'il ne faut pas le sous-estimer. Les vainqueurs du premier tour doivent maintenant tirer de nouveaux numéros, et Bai réalise qu'il lui suffit de passer le prochain tour pour finir dans le top 5. Il espère affronter l'un des adversaires les plus faibles lorsque Feng est appelé en premier. Tout le monde plaint celui qui devra affronter Feng, et on découvre que c'est Bai. Bai est tellement effrayé qu'il ne peut même pas se résoudre à faire face à Feng, mais les spectateurs se demandent si Bai prépare une attaque secrète. Bai profite de cette opportunité pour feindre la confiance, et cela fonctionne, car Feng devient plus prudent. Bai réalise qu'il ne pourra pas retarder le combat encore longtemps, mais il imagine à quel point un véritable affrontement se passerait mal pour lui. Il prédit qu'une attaque surprise ne fonctionnerait pas non plus, et toutes ses autres idées finissent par le voir se faire battre sévèrement. Feng finit par comprendre que Bai fait semblant et l'attaque, mais il est choqué de voir que Bai veut simplement supplier pour obtenir sa clémence. Tout le monde se moque de lui, le traitant de lâche, tandis que Bai, sans honte, demande à Feng de le laisser attaquer en premier. Feng, incapable de supporter l'embarras, accepte sa demande. Bai prépare son attaque, mais il devient évident qu'il ne fait que gagner du temps. Ses bras et ses jambes deviennent engourdis à mesure qu'il se déplace lentement. La foule encourage Feng à attaquer, mais celui-ci refuse, car il est un homme de parole. L'aîné commence à admirer la capacité de Bai à temporiser, en remarquant que 4 heures se sont écoulées, mais Bai laisse tomber son épée peu après. Feng considère cela comme une attaque ratée de la part de Bai et commence le véritable combat. La demande de Bai pour recommencer le combat est ignorée, et Feng se demande combien de talismans défensifs Bai a attachés à lui-même, car toutes ses attaques sont déviées. Les chefs pensent que Bai ne fait que tourner la compétition en ridicule, juste au moment où les talismans de Bai s'épuisent. Feng saisit l'opportunité pour enfin abattre Bai, mais il est stoppé lorsque le pendentif protecteur raffiné de Bai le défend. La défense de Bai est si puissante qu'elle blesse Feng. Mais Feng explique qu'aucun objet ne peut protéger Bai de sa prochaine attaque. Tout le monde est choqué de voir Feng utiliser la technique de l'esprit sanglant, et Bai remarque que Feng manie une épée qui a été raffinée spirituellement 2 fois. Cependant, Bai refuse de mourir et utilise sa propre épée pour contrer l'attaque de Feng. Lee observe que l'épée de Bai a été raffinée spirituellement 3 fois, et tout le monde est incrédule, car ils n'ont jamais vu une épée briller d'une telle radiance. L'incrédulité ne fait que croître lorsque le tout-puissant Feng est vaincu, et Bai est annoncé vainqueur. Zhu est tout aussi surpris que les autres de voir une épée raffinée spirituellement 3 fois, mais il est encore plus impressionné par l'utilisation par Bai de la technique de légèreté et de poids. Bai a réussi à impressionner tout le monde, mais on le voit simplement célébrer le fait qu'il ait survécu. Par la suite, d'autres numéros sont tirés et il est révélé que Fei affrontera Chen, tandis que Bai n'a plus d'adversaire à affronter avant la finale. Chen est confiant que le vainqueur de ce match contre Fei ira défier Bai et décide qu'il devrait se dépêcher et finir cela rapidement. Le combat est cependant féroce, car les deux montrent leur expertise dans leur style de combat respectif.
Fei remarque que Chen avait initialement voulu finir le combat rapidement, mais semble maintenant retenir un peu ses coups. Il remarque qu'elle semble à court d'énergie spirituelle et décide de lui accorder son souhait de finir rapidement le combat. Chen prépare son attaque finale, que Fei parvient à éviter. L'attaque de Chen continue, mais Fei se manœuvre habilement et prend finalement l'avantage. Elle est annoncée comme la gagnante et les spectateurs admirent sa force, mais un chef pense que Bai reste le plus fort des deux. Bai a déjà atteint le top 5 et n'a aucune raison de continuer à se battre. Il propose donc de se rendre à Fei lorsque leur combat commencera. Fei souligne que Bai n'a atteint la finale qu'en utilisant des objets, et elle est maintenant insultée d'apprendre qu'il prévoit simplement de lui donner la victoire. La nuit tombe, alors que leur combat est sur le point de commencer, et Bai fait une dernière tentative pour la convaincre de lui permettre de se retirer, affirmant qu'elle doit être épuisée. Elle refuse toutefois, expliquant qu'elle n'a besoin que d'une seule attaque pour mettre fin au combat. Fei lance son attaque, tandis que Bai tente d'utiliser le mouvement qu'il avait eu du mal à apprendre plus tôt, le serrement de gorge. Cependant, son attaque est encore plus puissante que Fei ne l'avait réalisé, car Bai, choqué, pointe du doigt que son épée a brisé son pendentif protecteur et transpercé sa poitrine. Fei est mortifiée, tandis que Bai souligne à quel point elle est impitoyable. Les chefs se demandent ce qui s'est passé, car ils ont clairement vu Bai tenter de faire un mouvement et concluent qu'il doit simplement avoir raté. Bai révèle dramatiquement son regret d'avoir quitté le village pour s'entraîner à l'immortalité, car il aurait peut-être pu vivre quelques années de plus. Les derniers mots de Bai révèlent son intention de se réunir enfin avec ses parents décédés, et une foule se précipite à ses côtés. Cependant, à ce moment-là, Bai se réveille pour expliquer qu'il avait été très prudent et avait ajouté 2 couches de cuir supplémentaires à son costume. Fei s'évanouit immédiatement après et l'aînée déclare qu'elle ne peut plus se battre. Il déclare formellement que Bai est le vainqueur de l'ensemble de la compétition, mais la foule est outrée par la façon dont cela s'est terminé. Fei est également contrariée et exige qu'il soit autorisé à se battre à nouveau. Bai souhaite qu'elle considère sa propre santé et lui propose de lui laisser à nouveau la victoire. Mais elle continue de vouloir qu'ils aient un combat équitable. Il hésite à accepter, mais elle lui offre une épée et un encens Soaring de première qualité pour sa victoire. Il est expliqué qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves pour acquérir l'encens et qu'il aide énormément à atteindre le 6e niveau de condensation de l'énergie vitale. Bai hésite toujours à la combattre, alors elle le défie à une compétition de connaissances sur les plantes, étant donné qu'ils sont tous deux apprentis herboristes. Bai accepte et Li cultive une plante spirituelle qui a été créée en greffant ensemble plusieurs types d'herbes spirituelles. Celui qui pourra identifier le plus grand nombre d'herbes gagne. Bai permet à Fei de commencer et les spectateurs sont choqués par sa confiance. Ils pensent que Bai est un idiot, car Fei a réussi à terminer dans le top Dix dans 5 des monuments. Mais ils ignorent totalement que Bai est la légendaire petite tortue qui a terminé première dans les Dix. Fei prend son temps pour observer la plante, puis souligne qu'elle est la plus savante parmi tous les disciples. Mais Bai, concentré, reste curieux. Fei termine rapidement et révèle qu'elle a identifié 8 plantes. L'aîné est étonné d'entendre cela, tandis que Li explique que la plante spirituelle greffée qu'il a cultivée est proche de la perfection et qu'il est extrêmement difficile d'identifier toutes les plantes. Fei étonne alors tout le monde en énumérant correctement ces 8 plantes. Bai s'avance cependant avec confiance, car c'est son tour, et révèle qu'en plus des 8 plantes de Fei, il a identifié 67 autres plantes spirituelles. Fei se moque de lui, pensant qu'il a évidemment prévu de lister toutes les plantes qu'il connaît, en espérant les deviner correctement. Cependant, ce n'est pas du tout le cas, car Bai choque tout le monde avec sa réponse très détaillée. L'aîné est exceptionnellement stupéfait, car Bai ne se contente pas de lister les plantes, mais mentionne également les greffes utilisées pour les créer.
Lee reconnaît enfin que Bai pourrait réellement avoir des compétences, mais l'aîné souligne qu'il est trop modéré dans ses compliments. Bai termine enfin de lister les 75 plantes et Fei reconnaît qu'elle a été battue, alors que Bai annonce à nouveau le vainqueur de l'ensemble de la compétition. Quelque temps plus tard, Bai continue son entraînement et est ravi de voir que l'encens Soaring qu'il a gagné de Fei fonctionne très bien car il progresse rapidement. Une voix familière à la porte se révèle être l'ancien tyran de Bai, nommé Bao. Bai se défend instinctivement, juste au moment où Bao explique qu'il est là pour s'excuser d'avoir tenté de le tuer. Bao continue, en expliquant qu'il était jeune et stupide, mais qu'il comprend maintenant l'erreur de ses actions. Il a seulement atteint le niveau 3 de condensation de l'énergie vitale et ne représente aucune menace pour Bai. De plus, il a entendu parler de la réputation impressionnante de Bai et est venu le remercier pour l'avoir battu si sévèrement, ce qui l'a motivé à s'améliorer rapidement. Bao aimerait que Bai veille sur lui, mais Bai n'est absolument pas intéressé. Bao explique alors qu'il a des connexions et avertit que Bai devrait être sceptique à l'égard des gens du département de supervision. Chen, l'homme que Bai avait un jour poussé dans le secteur extérieur, est devenu sa cible, et le frère de Chen n'est autre que Feng, qui fait partie de la salle d'application de la loi. Bao propose de devenir le bras droit de Bai, car la compétition dans le monde de la cultivation immortelle est brutale, et avoir un ami supplémentaire augmente considérablement les chances de survie. Cette nuit-là, les nouveaux amis boivent, et Bao est stupéfait lorsque Bai lui raconte toutes ses aventures jusqu'à ce moment. Bao est convaincu que Bai peut atteindre rapidement le royaume de l'établissement des fondations, mais Bai n'en est pas si sûr. Bao pointe alors du doigt que parvenir au royaume de l'établissement des veines mortelles est plus facile et qu'il suffit de manger suffisamment de pilules d'établissement des fondations. Bai n'a jamais entendu parler de cela et est stupéfait d'apprendre que ce royaume prolongera sa durée de vie de 100 ans. Bai veut restaurer sa durée de vie désespérément, alors Bao explique qu'ils ne pourront pas acheter les pilules et qu'ils devront les affiner eux-mêmes. Cependant, l'affinage des pilules nécessite de devenir un apprenti apothicaire, et nous voyons que la réputation de Bai grandit après qu'il ait rejoint l'examen pour devenir apprenti apothicaire. L'histoire raconte qu'il était en retard et fut le dernier à démarrer son four, mais il réussit à affiner des pilules dans les 10 fours. Cela n'a jamais été vu auparavant, et son dernier affinage créa même une pilule de niveau intermédiaire. Quelque temps plus tard, Bai découvre que sa réputation exceptionnelle a causé l'attroupement de la foule devant chez lui, cherchant son aide. Chen observe de loin, furieux d'avoir été ridiculisé par Bai, mais son frère Feng lui dit de se calmer, car il a déjà quelque chose de prévu. Bai termine d'aider tout le monde, juste au moment où Mei arrive pour le complimenter pour sa bonne action. Elle veut s'assurer que si Bai voyage loin, il lui enverra des messages régulièrement, mais leur conversation est interrompue par le bras droit de Bai, Bao. Bai est ensuite confus lorsque Bao le prévient qu'il doit fuir tant qu'il le peut encore, car il pourrait avoir une chance de s'échapper. Il a tort cependant, car lorsqu'ils sortent, ils sont confrontés à la loi, qui explique que Bai doit les accompagner au hall de la loi. L'histoire continue alors que Feng et Fei attendent la 3e personne assignée à leur groupe et se plaignent de son retard. Ils ne savent pas encore de qui il s'agit, mais ils concluent rapidement qu'il doit être peu fiable et découvrent bientôt qu'il s'agit de Bai. Bai les salue et ils sont tous deux surpris de voir que la salle d'application de la loi l'a choisi, lui parmi tant d'autres. Feng souligne que Bai est seulement utile pour les combats, alors que leur mission consiste simplement à rechercher un homme nommé Hu Yun, avec lequel ils ont perdu contact. Ce ne sera pas une mission dangereuse, mais Bai explique qu'il préfère être prudent, ce à quoi Fei se moque de lui en disant qu'il a trop peur pour vivre sans une couche de protection supplémentaire. D'autres membres de la cuisine ardente arrivent pour faire leurs adieux à Bai, et Zheng offre à Bai son wok comme cadeau de départ. Cependant, à la déception de Zheng, Bai n'a pas pris beaucoup de poids,
et n'est pas capable de porter le wok. Mei se révèle ensuite car elle veut également dire au revoir à Bai et lui offre des pâtisseries à manger pendant son voyage. Elle lui donne aussi des élixirs et plusieurs autres objets pour l'aider durant son périple. Hu Yun, l'homme qu'il recherche, est en réalité le frère de Mei, et elle suppose qu'il s'amuse tellement qu'il a oublié de les contacter. Mei refuse de croire qu'il est en danger et demande à Bai de lui donner un coup de poing lorsqu'il le verra pour avoir inquiété leurs parents. Bai la rassure en lui affirmant que son frère va bien et lui promet de le ramener sain et sauf. La mission commence alors que Bai explique que c'est sa première mission, ce qui le rend nerveux, et il se demande si l'endroit où ils se rendent est dangereux. Il suppose qu'ils utiliseront des épées volantes pour atteindre leur destination, mais il est stupéfait lorsqu'ils se retrouvent sur un navire volant. Fei fait remarquer que les nouveaux disciples ne sont généralement pas autorisés à participer aux missions, et Bai révèle que ce n'était pas son choix. Un rapide flashback montre ce qui s'est passé devant la maison de Bai. La salle d'application de la loi a souligné que Bai n'avait accompli aucune mission de culture de plantes spirituelles, même après une année entière au sein du secteur. Ceci va à l'encontre des règlements du secteur, et, en guise de punition, Bai a été forcé de rejoindre la mission actuelle. Bai se souvient alors comment son bras droit, Bao, l'avait mis en garde contre Feng, en disant que ce dernier pourrait essayer de lui nuire. Feng explique ensuite que le navire fonctionne grâce à des pierres spirituelles, mais qu'ils n'en ont pas reçu beaucoup, ce qui signifie qu'une partie du voyage devra se faire à pied. Ils arrivent à la rivière céleste, qui sert de source d'énergie spirituelle pour tous les secteurs. Plus on descend le cours de la rivière, plus l'énergie spirituelle devient rare, et Bai peut ressentir cette différence au fur et à mesure de leur déplacement. Les deux compagnons de Bai sont alors déçus d'apprendre que c'est la première fois qu'il entend parler de l'existence d'autres secteurs. À ce moment-là, ils atteignent leur destination finale, appelée les montagnes de l'étoile déchue. Bai ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas attendre le matin pour explorer, car il craint qu'il y ait des bêtes dangereuses qui rôdent dans les environs. Sa peur grandit encore plus lorsque Feng explique que le territoire du secteur du sang démoniaque se trouve juste de l'autre côté de la montagne. Bai se ressaisit alors pour prouver qu'il n'est pas un lâche, mais il perd immédiatement son calme lorsque Fei lui joue un tour. Bai explique qu'il n'a pas peur, mais qu'il préfère simplement être très prudent, alors qu'il échappe de peu à la mort en s'approchant d'une fleur hypnotisante. Le groupe tombe ensuite sur le cadavre d'un lapin qui, manifestement, n'est pas mort de cause naturelle, et une énergie maléfique se dégage autour de lui. Feng et Fei deviennent très nerveux, car il y a des signes évidents que cela est l'œuvre d'une chauve-souris à 2 têtes. Les chauves-souris à 2 têtes possèdent des griffes et des dents empoisonnées qui provoquent un étouffement au contact du sang. Le trio se tend lorsqu'il sent qu'une présence s'approche, et Fei doit sauver Bai d'être écrasé. Tous sont stupéfaits de découvrir qu'un géant en est la cause. Bai sauve alors Fei à son tour, expliquant qu'il a beaucoup d'expérience avec les serpents. Ils pensent être en sécurité un moment, mais le géant réapparaît au-dessus d'eux. Les deux restent complètement immobiles, et le géant finit par partir. Bai a du mal à croire ce qu'il vient de voir, et Fei explique qu'il s'agissait d'un behémoth doté d'une force bien au-delà du niveau d'établissement des fondations. S'ils avaient été découverts, ils seraient tous les 3 morts. Bai est impressionné de voir qu'ils ont déjà rencontré la chose la plus dangereuse de cet endroit, mais Feng explique que ce n'était même pas proche d'être le pire, et qu'ils croiseront probablement des créatures encore plus dangereuses. Bai fait semblant de ne pas avoir peur. Mais alors qu'il s'éloigne, on voit Feng accrocher quelque chose à sa chemise, ce qui réveille les chauves-souris à 2 têtes à proximité. Les chauves-souris, extrêmement agitées, attaquent, et le groupe doit tout faire pour les repousser. Cependant, elles sont bien trop nombreuses, alors ils décident de se séparer et de se retrouver à l'extérieur de la forêt. Mais Bai est introuvable. Fei le traite de lâche alors qu'elle utilise son immense puissance pour combattre plusieurs chauves-souris. Ensuite, Feng déclare via un transmetteur que, peu importe la chance de Bai d'avoir échappé aux chauves-souris, il serait impossible pour lui de sortir vivant de la forêt. Fei arrive peu après,
et Feng dit qu'ils ne peuvent qu'espérer que Bai s'en soit sorti. Fei refuse cependant de rester les bras croisés et veut partir à sa recherche. Feng fait remarquer que les chauves-souris à 2 têtes sont les plus actives la nuit et que retourner dans la forêt serait un suicide. Feng prend la responsabilité de les avoir emmenés à travers la forêt, mais Fei souligne que personne n'aurait pu prédire la présence des chauves-souris. Elle ajoute qu'ils devraient éventuellement partir à sa recherche, ne serait-ce que pour ramener le corps de Bai au secteur. De retour dans la forêt, on voit Bai courir pour échapper aux chauves-souris, s'exclamant que sa vie est bien trop précieuse pour simplement laisser ces créatures l'attraper, mais il se retrouve bientôt sans aucune échappatoire. Le lendemain matin, Feng fait semblant d'être déçu que Bai ne se soit pas rendu à leur signal de fumée, et Fei repense à leur première rencontre. Ils ont l'impression d'entendre encore sa voix et se rendent compte que c'est parce que Bai se tient juste devant eux. Bai explique à quel point cette expérience a été terrifiante pour lui et se demande si Fei était inquiète, remarquant les cernes sous ses yeux. Feng est stupéfait de voir Bai vivant et ce dernier raconte comment les chauves-souris l'ont poursuivi sans relâche. Il demande à ne plus jamais être laissé seul et Fei se demande pourquoi il n'est pas venu au signal de fumée immédiatement. Bai est convaincu que Fei s'est fait un sang d'encre pour lui et explique qu'une fois qu'il a décidé de combattre les chauves-souris, les choses sont devenues excitantes. Ce combat lui a permis de réaliser à quel point sa petite épée en bois était devenue puissante. Et Feng est abasourdi d'entendre que non seulement Bai a survécu, mais qu'il a aussi réussi à vaincre les chauves-souris à 2 têtes. Bai explique ensuite qu'il a découvert que la dent de CS chauve-souris est un matériau rare pour raffiner l'élixir d'encens de sang ardent et qu'il a passé toute la nuit à les extraire. Ils s'apprêtent à partir, mais avant de pouvoir le faire, ils sont attaqués par un œil suspendu au-dessus d'eux. Fei sauve Bai, et Feng explique que cet œil est une bête ancienne capable de drainer lentement l'énergie vitale d'une personne avec son regard, jusqu'à ce qu'elle en meure. Par la suite, leur recherche de Huyan continue alors que Bai appelle son nom, et Feng finit par révéler qu'il a découvert la position de Huyan. Ils suivent un disque spirituel qui indique le dernier endroit où le transmetteur de Huyan a émis son signal. Mais Huyan n'est pas là. Feng comprend ce qui se passe et révèle un message laissé par Huyan. Dans ce message, Huyan explique qu'il a découvert des indices étranges dans les montagnes et qu'il est parti enquêter. Cependant, il ne donne aucune information sur ces indices, ce qui amène Fei à se demander ce qui pouvait être si urgent. Feng suppose que Huyan voulait peut-être visiter un clan qui garde la frontière de cette région, tandis que Bai pense qu'il devrait informer le secteur avant de décider quoi faire. Cependant, Fei refuse d'alarmer le secteur pour une affaire si insignifiante et n'est pas prête à abandonner Huyan. Bai explique qu'il prend en compte la sécurité de tout le monde, mais reste convaincu qu'ils peuvent faire un rapport complet une fois leur mission terminée. Pendant ce temps, 2 personnes courent à travers une forêt, tout en discutant de l'importance et de l'urgence de leur mission. Une force commence à restreindre leurs mouvements, et un homme apparaît, surpris de voir 2 demi-dieux devant lui, mais il leur ordonne de partir. Ailleurs, le groupe de Bai arrive à la frontière, qui semble déserte, mais Bai sursaute lorsqu'un membre du clan Lushen sort du bâtiment. Ils sont invités à entrer, mais Bai remarque que l'endroit est clairement étrange et suspect. Il supplie qu'ils n'entrent pas, mais la décision a déjà été prise. Tout. Ce que Bai peut faire maintenant, c'est compter sur son fidèle talisman protecteur pour assurer sa sécurité. À l'intérieur, Bai ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les arbres sont étranges et à quel point tout est incroyablement silencieux. L'homme explique que leur chef enseigne que la quiétude est le meilleur chemin vers la cultivation. Feng est impatient de rencontrer leur chef, mais l'homme explique qu'il leur suffit simplement de le suivre. Un chant étrange et inquiétant se fait entendre au loin, alors que Bai sent une odeur qui lui rappelle la nourriture spirituelle de la cuisine du feu. La voix qui chante murmure aux auditeurs qu'ils doivent obéir et ne pas pleurer. Comme toujours, Bai est inquiet, et Fei lui dit de simplement attendre seul. Le chant troublant ne s'arrête pas. Alors Bai continue de suivre le groupe,
mais il envisage un instant de faire demi-tour et de prendre sa punition auprès du hall d'application de la loi. À ce moment-là, Bai entend des pas et se fait attaquer par une ombre rouge. Il essaie d'expliquer la situation à l'équipe, mais personne ne le croit. Feng remarque cependant que l'homme a disparu, et les autres réalisent que Bai ne délirait pas simplement par peur. Fei avertit de ne pas toucher aux rubans, car ils rendent ceux qui les touchent complètement fous. L'homme est celui derrière l'attaque, et Feng explique qu'ils sont simplement à la recherche de quelqu'un. L'homme s'en moque et explique que si quelqu'un est venu ici, il est maintenant disparu de ce monde et qu'ils pourront bientôt le rejoindre. Feng jure de faire payer l'homme pour avoir trahi le secteur spirituel et commence le combat. L'homme leur explique que se défendre est futile, mais Feng parvient à mener un bon combat. Cependant, les rubans sont accablants et ils doivent fuir. Bai tente de faire un rapport au secteur, mais le transmetteur ne fonctionne pas et on voit que l'homme les observe simplement. Avant qu'ils ne puissent atteindre la sortie, Feng est choqué de voir un dispositif unique au secteur du sang commencer à se former. Fei remarque qu'un tel dispositif de cette taille a dû prendre des années à se constituer. Une fois complété, leur énergie vitale sera drainée et ils mourront tous lentement. Bai court, terrifié à l'idée que sa vie se termine là, mais se ressaisit instantanément pour sauver Fei lorsqu'elle est attaquée. Fei doit ensuite chercher à travers les décombres pour retrouver Bai, et il remarque une fois de plus à quel point elle se souciait de lui. Mais elle explique qu'elle ne veut tout simplement pas lui devoir une faveur si jamais il était tué à cause d'elle. Leur moment est interrompu par l'homme qui explique à quel point il est honorable pour eux tous de faire partie du sacrifice spirituel du clan Lucian. Feng n'arrive pas à croire que Bai fuit à nouveau sa vie, mais Bai proclame que fuir est mieux que de rester là à devenir du fumier. Bai pense avoir trouvé une sortie, mais se rend vite compte qu'il a été trompé, et Fei remarque que l'homme utilise le pouvoir du dispositif pour projeter ses illusions. Fei décide qu'elle doit affronter l'homme de front et fait de son mieux pour s'en approcher. Cela s'avère extrêmement difficile, alors elle utilise une pilule explosive pour l'atteindre. L'homme disparaît après l'attaque, et Fei est choquée de voir Huyan. Bai se relève après avoir été repoussé par une créature démoniaque et jure de se venger. Mais on voit qu'il a feint cela pour pouvoir courir vers la sortie à nouveau. La créature parvient à l'arrêter avant qu'il n'ait pu s'échapper, mais Bai utilise sa force brute pour l'envoyer dans les airs. Il l'élimine et remarque que, ce faisant, il affaiblit le dispositif, mais il ne veut pas perdre plus de temps car c'est sa meilleure opportunité d'échapper. Il s'arrête toutefois lorsqu'il voit Fei ramener le très gravement blessé Huyan vers lui. Huyan se réveille enfin et les avertit tous de fuir, car le clan Lucian a fait défection et a rejoint le secteur du sang. Fei explique qu'ils ne peuvent pas s'échapper, car le dispositif de succion d'âme est complet, au moment où des racines émergent du sol pour continuer d'attaquer le groupe. Bai révèle qu'il a fait un trou dans le dispositif, et Fei l'utilise pour s'échapper avec Huyan. Cependant, Bai est toujours coincé à l'intérieur et est choqué lorsque Feng lui demande son aide. En réalité, Feng avait simplement utilisé l'occasion pour s'assurer que Bai devienne la victime de l'attaque des racines. Feng explique que Bai a réussi à survivre dans la forêt, mais qu'il n'a pas la même chance ici, car il restera sous les racines pour l'éternité. Cependant, Feng est choqué lorsqu'il regarde l'ouverture dans le dispositif et Fei, de l'extérieur, remarque que leur unique chance de s'échapper se referme. À l'intérieur, Bai se réveille après avoir réalisé ce que Feng a fait et jure de ne pas mourir dans un endroit pareil. Plus haut, Feng est aussi consumé par les racines et prévoit d'utiliser une pilule explosive pour se libérer. Cependant, il est choqué de voir que Bai est toujours en vie lorsqu'il émerge du sol. Feng déclare qu'il préférerait mourir avec Bai plutôt que de le laisser s'échapper et lance la pilule explosive vers Bai. L'explosion est massive et Feng est immédiatement englouti par les racines. L'explosion propulse Bai hors du dispositif et il est surpris que Feng ait réellement essayé de le faire exploser. Heureusement pour Bai, il a travaillé dur pour obtenir une peau immortelle et n'est pas du tout blessé.
On voit ensuite Feng émerger des racines, jurant de déchirer Bai en morceaux lorsqu'il en sortira. Mais l'homme de tout à l'heure explique qu'il ne s'échappera jamais de leur dispositif. À proximité, Bai fait semblant d'être contrarié que Feng ait été laissé derrière et lui attribue le mérite de l'avoir sauvé. Dans un autre endroit, on voit que le clan Lucian effectue un rituel, et l'homme de tout à l'heure fait un rapport à leur chef nommé Chen Yu. Il explique qu'il n'a réussi à capturer qu'un seul des intrus et que ces derniers ont réussi à s'échapper avec Huyan. Chen Yu n'est pas trop préoccupé, car ils doivent se concentrer sur leur objectif, qui ne sera achevé que dans quelques semaines. Mais l'homme promet tout de même que les intrus ne pourront pas quitter la montagne de l'étoile tombée vivant. Dans un autre endroit, Bai déplore que le transmetteur ne fonctionne pas, et Feng se demande s'ils réussiront à s'échapper vivants. Huyan explique que savoir que le clan Lucian a trahi le secteur spirituel est un secret trop important et que le clan ne les laissera certainement pas en vie. Fei commence à pleurer lorsqu'elle est submergée par l'idée qu'ils ne pourront probablement pas s'échapper, surtout depuis que Feng n'a même pas pu s'en sortir malgré avoir atteint le niveau 7 de condensation de clés. Fei souligne que Bai a toujours mis sa vie au-dessus de tout et se demande s'il est extrêmement effrayé maintenant qu'ils sont traqués. Bai révèle qu'il a peur, mais explique que cela ne fait que le motiver à essayer plus fort pour s'échapper. Fei a également peur, mais accepte qu'ils doivent riposter de toute leur force pour que tous les trois puissent revenir ensemble dans le secteur spirituel. Huyan explique alors qu'il s'est un peu remis, et Bai lui donne le coup qu'il avait promis à Mei de lui donner pour avoir inquiété leur famille. Huyan réalise alors que leur groupe a dû arriver en vaisseau, car ils ignorent dans quel état terrible se trouvent les petits villages autour de la montagne. Il explique que le clan Lushan s'est associé au secteur du sang pour contourner les restrictions de pouvoir spirituel imposées par le secteur spirituel. Ils ont tué des innocents pour absorber leur souffle vital et n'ont laissé aucun survivant. Il remercie les deux, car il aurait sûrement rencontré le même sort que Fei et leur demande de partir rapidement. Cependant, juste à ce moment-là, ils sont frappés par une attaque violente, et l'homme de tout à l'heure explique qu'ils ont des comptes à régler. Fei ne veut plus l'entendre parler, et l'homme se prépare à les envoyer dans leur dernier voyage. Fei dit à Bai qu'il doit fuir et rapporter ce qui se passe sur la montagne. Elle exige qu'il parte et fasse de son mieux pour survivre. Alors Bai s'élance aussi vite qu'il peut. Il se répète encore et encore qu'il ne doit pas mourir et qu'il fera tout ce qu'il faut pour survivre. Bai court de plus en plus vite en pensant à la puissance terrifiante que possède l'homme. Il tombe peu après et se dit de continuer à courir. Mais il ne peut s'empêcher de penser à Huyan et Fei attaqués. Pendant ce temps, Huyan et Fei sont dans un état terrible alors que les hommes du clan Lushan les tourmentent. Fei se défend, mais le chef du groupe donne simplement l'ordre à l'un de ses hommes de la tuer. Huyan ne peut que supplier qu'on les laisse, tandis que Fei se prépare à sa mort. Mais l'homme n'est pas capable de terminer son attaque. Tout le monde est alors choqué en voyant que c'est parce que Bai est revenu. Il explique qu'il ne pouvait pas les abandonner et promet de protéger leur vie à partir de maintenant. L'histoire continue alors que Bai revient juste à temps pour sauver Fei d'une mort certaine. Elle lui dit de fuir à nouveau, mais Bai explique qu'il ne les abandonnera plus et qu'à partir de maintenant, il protégera leur vie. Les attaquants sont surpris de voir que le lâche, qui avait été le premier à s'enfuir, est revenu, mais ils estiment qu'il ne sera pas difficile de l'éliminer. Ils ont tort cependant, car Bai démontre enfin ses capacités de combat. Fei regarde avec étonnement, sachant que Bai a toujours eu une peur évidente de mourir, et se demande comment il a trouvé le courage de revenir. Elle réalise que c'est sûrement le véritable Bai, au moment même où il termine de neutraliser les attaquants. À cet instant, le chef Chen Yu utilise sa capacité maléfique d'extermination des esprits contre Bai, et déclare qu'il a dû y recourir, car il ne voulait plus le sous-estimer. Cependant, il est extrêmement choqué de voir que Bai est toujours en vie et déchaîne alors un barrage d'attaques. Les puissantes attaques affectent à peine Bai,
et Fei se demande s'il s'agit de l'ancienne technique du pouvoir immortel. Chen Yu est complètement déconcerté, sachant que Bai n'est qu'au 5e niveau de condensation du Ki, mais il reste persuadé d'être bien plus fort que lui. Les deux s'affrontent alors, et Fei est stupéfaite de voir Bai encaisser les coups avant d'attaquer, réduisant ainsi l'inconvénient de son niveau de cultivation inférieur. Bai assène ensuite un coup de poing dévastateur et explique que c'était sa revanche pour ceux qu'ils ont fait à Fei et Hu Yan. Chen Yu est vaincu, mais refuse d'abandonner et s'exclame qu'il fera tout ce qu'il faut pour le grand projet du clan Lushan. Il est clair que Chen Yu a sacrifié sa propre vie pour avoir la capacité de prendre celle de Bai. Alors Fei le supplie d'abandonner et de s'enfuir. Cependant, Bai tient bon et s'écrie qu'il ira jusqu'au bout. Fei est alors stupéfaite lorsque Bai invoque un chaudron de ki violet transformé et l'utilise pour vaincre le monstre. Ailleurs, le chef du clan Lushan apprend la mort de Chen Yu et tout le monde est sous le choc car il croyait qu'il affrontait seulement 3 disciples. Chen Yu était au 8e niveau de condensation du Ki. Alors tous se demandent si leur secret a déjà été découvert et si le secteur spirituel a envoyé un cultivateur du royaume de l'établissement des fondations contre eux. Tout le clan commence à paniquer, mais l'un de leurs chefs, nommé Heng, arrive pour les calmer en expliquant qu'il s'occupera du problème. De retour dans la forêt, Bai est surpris de constater qu'il est toujours en vie et explique qu'il avait promis à Fei qu'ils retourneraient ensemble au secteur. Fei doit alors lui faire remarquer qu'il a été transpercé par une épée, mais elle l'assure qu'elle va l'enlever et le soigner. Elle commence un compte à rebours et Bai pousse un cri de douleur avant même qu'elle ne touche l'épée. Bai explique qu'il était juste nerveux et Fei profite de ce moment pour retirer l'épée. Elle se demande où est passé le Bai courageux qui est revenu la sauver, mais voit qu'il s'est déjà profondément endormi. Le moment est un peu trop intime pour Fei, alors elle le lâche, tandis que Hu Yan s'émerveille des progrès qu'a fait Bai depuis la dernière fois qu'il l'a vu, il y a 6 mois. Hu Yan pense que Bai est même plus fort que les élus du secteur spirituel et souligne à quel point il est extrêmement rare que quelqu'un puisse maîtriser la technique immortelle. De plus, il est stupéfait de constater que la condensation du Ki de Bai n'est qu'au niveau 5, et pourtant, il a réussi à créer un chaudron aussi puissant. Bai reste humble face à la situation et explique qu'il a simplement imaginé cette attaque au dernier moment. À cet instant, Bai remarque que l'atmosphère est un peu trop silencieuse et sacrifie à nouveau son corps en prenant une flèche destinée à Fei. Non loin de là, Heng arrive pour inspecter le corps de Chen Yu et comprend immédiatement que ce dernier a été contraint d'utiliser la technique interdite de leur clan. Il peut sentir que la personne qui a vaincu Chen Yu possède une force de combat exceptionnelle, mais cela ne fait que l'exciter davantage. Ailleurs, notre groupe tente de s'échapper des montagnes alors qu'il est traqué par le clan Lushen, et Bai détermine qu'à leur vitesse actuelle, cela leur prendra 3 jours. Ils doivent affronter d'innombrables ennemis tout en fuyant, mais s'arrêtent un instant. Ici, Hu Yan ne sait comment remercier Bai d'avoir sacrifié sa propre vie pour le sauver et révèle qu'il devra lui rendre cette immense faveur dans sa prochaine vie. Bai refuse de le laisser mourir et rappelle à Hu Yan qu'ils ont des élixirs qui peuvent l'aider. Cependant, après un certain temps, il devient évident que Hu Yan ne s'améliore pas et il leur demande d'arrêter de gaspiller des médicaments pour lui. Il fait remarquer à Fei que le clan Lushen compte plusieurs personnes bien plus puissantes qu'eux et, puisque Bai n'est qu'au 5e niveau de condensation du Ki, il prédit qu'il ne pourra pas tenir très longtemps. Leur chance de s'échapper de la montagne est très faible et ils reconnaissent tous deux ce qu'ils doivent faire. Bai finit alors de bloquer l'entrée de la grotte et explique que ses amis peuvent maintenant se reposer en paix. Cependant, ils sentent que le mal approche, mais Hu Yan explique que ce ne peut pas être le chef du clan, car il doit rester au centre du réseau inversé de la grille spirituelle, qui est presque achevée. Tout le monde est alors choqué lorsque Fei révèle qu'elle a entendu parler d'un homme du clan Lucian nommé Heng, qui a atteint le sommet du 9e niveau de condensation du Ki.
À cet instant, l'un des membres du clan arrive à la grotte et tente de rapporter sa découverte à Heng, mais Bai l'élimine. Ils ne sont pas encore en sécurité, car des nuages rouges commencent à se former, et ils comprennent qu'ils sont dus à une puissante créature familière contrôlée par Heng. Bai souligne qu'ils doivent éviter le combat à tout prix et fuir immédiatement. Cependant, ses deux compagnons refusent de partir et font remarquer qu'ils ont tous deux subi de graves blessures. Ils n'ont plus d'énergie spirituelle et se déplacent maintenant encore plus lentement que des mortels. Ils expliquent que Bai est encore rapide et que s'il parvient à s'échapper pour prévenir le secteur spirituel, il y a une mince chance qu'il survive lorsque le secteur enverra des renforts. Bai refuse d'être dupé et pense qu'ils essaient simplement de sacrifier leur propre vie pour lui permettre de s'enfuir. Il refuse de partir, mais le mal approche rapidement. Alors Fei le menace de se donner la mort s'il ne s'en va pas. Il lui rappelle qu'elle avait dit qu'ils devaient se battre de toute leur force, mais elle lui répond que sa fuite est leur seule chance de survie. Fei lui ordonne de partir immédiatement, et Bai obéit. Bai court aussi vite qu'il le peut, tandis que ceux qu'il a laissés derrière se disent qu'au moins, Bai pourra survivre seul. Ils se préparent à lui faire gagner du temps pour s'échapper, alors que le mal approche. Mais nous voyons que Bai est en réalité déterminé à sauver tout le monde. Il court jusqu'au sommet d'une falaise et proclame à haute voix qu'il est là, attendant tout membre du clan Lucian qui voudrait le défier. Fei et Hu Yan sont tous deux sous le choc et ne peuvent qu'observer avec incrédulité, tandis qu'une multitude d'ennemis se dirige vers Bai. Ils réalisent que Bai a retourné leur propre plan contre eux en attirant les ennemis loin d'eux, leur permettant ainsi d'être ceux qui s'échappent. Bai continue de courir, et nous voyons que Heng entend ces provocations et ordonne à tous les membres disponibles du clan de partir à sa poursuite. Une fois qu'ils auront fini avec Bai, ils reprendront la chasse pour éliminer les deux autres. Bai détermine qu'il lui suffit de retenir tout le monde pendant 16 heures afin que ses amis puissent s'échapper, juste au moment où il tombe sur plusieurs membres du clan. L'un d'eux utilise des illusions tandis qu'un autre manie des haches, mais Bai parvient à gérer les deux adversaires. Cependant, Bai doit se cacher sans bouger lorsqu'il est attaqué à distance par un homme utilisant des flèches. L'homme informe les autres qu'il a Bai piégé, leur donnant ainsi le champ libre pour partir à la recherche de ses amis. Bai détermine qu'il doit agir vite pour éviter que Hu Yan et Fei ne soient trouvés. Alors il sacrifie une fois de plus son corps pour éliminer le tireur d'élite. Un rapport est ensuite remis à Heng, indiquant qu'il ne trouve pas Bai, mais ont découvert plusieurs flèches ensanglantées, ce qui signifie qu'il doit être gravement blessé. Heng sait que Bai a dû encaisser une flèche pour pouvoir riposter et exprime son enthousiasme à l'idée de bientôt rencontrer quelqu'un comme lui. Dans la forêt, Bai peine à rester conscient alors qu'il se rend compte qu'il a attiré les ennemis suffisamment loin et que ses amis devraient être en sécurité pour l'instant. À ce moment-là, il entend des membres du clan à proximité et capte à travers l'émetteur qu'ils ont trouvé du sang sur le sentier menant à la frontière de la montagne. Bai sait qu'ils sont sur le point de trouver ses amis, alors il se révèle, et tous les membres du clan se lancent à sa poursuite puisqu'il est leur priorité absolue. Ses amis sont hors de danger pour l'instant, et Fei déclare qu'ils doivent atteindre la frontière avant l'aube. Il se dépêche d'y parvenir, tandis que Bai fait de son mieux pour poursuivre sa diversion. Cependant, après avoir vaincu quelques membres du clan, il surprend une conversation indiquant que le clan a retrouvé ses amis. Bai change immédiatement de direction et finit par les rattraper, réussissant à les sauver juste à temps. Il n'y a pas de temps pour parler, et Bai leur dit simplement de partir. Ils obéissent, tandis que Bai se retourne pour affronter plusieurs clansmen ayant atteint le 6e niveau de condensation du Kai. Ils s'avèrent être des adversaires redoutables, mais Bai parvient à tous les vaincre. Il déclare haut et fort qu'il est toujours en vie et défie quiconque souhaitant l'éliminer de s'avancer. À cet instant, le familier de Heng capture Bai, et Heng se révèle en déplorant tout l'effort qu'ils ont gaspillé pour le retrouver.
Heng s'émerveille du fait que Bai n'ait atteint que le 5e niveau de condensation du Ki, mais ait pourtant réussi à vaincre des dizaines de SS Clansmen, y compris Chen Yu. Il se demande qui est vraiment Bai, et ce dernier se présente fièrement comme Maître Bai. L'attaque de Bai n'affecte presque pas Heng, qui commence alors à l'écraser. Bai refuse de mourir ici, mais Heng lui fait remarquer qu'il n'a pas le choix. Nous avons ensuite un bref aperçu des amis de Bai en fuite, alors que Fei le supplie de continuer à tenir bon. De retour à Bai, nous voyons qu'il a été englouti par le familier de Heng, et il se demande si c'est ainsi qu'il va mourir. C'est alors qu'il se remémore un souvenir d'enfance, lorsque sa mère mourante lui avait dit qu'il devait continuer à vivre à tout prix. Bai puise en lui la force nécessaire pour s'extraire du serpent et déclenche une attaque dévastatrice contre Heng. Heng tremble en faisant remarquer que l'énergie spirituelle de Bai semble vouloir arracher toute forme de vie. Il est stupéfait que Bai ait réussi à atteindre le 6e niveau de condensation du Ki à l'instant même, mais souligne que Bai reste un insecte qu'il peut écraser à tout moment. Le combat commence, mais Heng démontre rapidement que l'épée de Bai est trop fragile en la brisant. L'attaque de verrouillage de la gorge de Bai est stoppée, et Heng lui brise le bras. Pendant ce temps, nous voyons les amis de Bai continuer à courir, mais Hu Yan révèle qu'il ne peut plus avancer. Il montre à Fei le monument frontière et lui explique que c'est l'endroit où elle pourra envoyer un message au secteur. Hu Yan lui fait promettre qu'elle survivra et elle part sans lui. De retour au combat, Heng est stupéfait de voir la formidable capacité de régénération de Bai, alors que son bras guérit sous ses yeux. Il pense que Bai serait un adversaire digne d'intérêt s'il était au 8e niveau de condensation du Ki. Cependant, Bai souffre énormément et doit se répéter à lui-même de ne pas s'effondrer. Poussé par son besoin impérieux de sauver ses amis, Bai invoque son chaudron violet transformé et porte une attaque puissante contre Heng. Bai est surpris de voir que Heng n'est pas vaincu, et ce dernier reconnaît que Bai est bel et bien un adversaire digne de respect. Il déclare que Bai doit malgré tout mourir, et lui dit qu'il devrait se sentir honoré d'avoir forcé Heng à utiliser sa prochaine technique, car tous ceux qui l'ont vu ne font plus partie de ce monde. L'aptitude de Heng fait apparaître une épée mortelle et le transforme, tandis que Bai est stupéfait par la puissance d'un cultivateur de condensation du Ki de niveau 9. Heng se prépare à anéantir Bai avec son immense épée, mais Bai utilise sa marche pour stopper l'attaque. Cependant, Heng pousse son attaque encore plus loin et parvient à briser la défense de la marche. La force engendrée par l'attaque est si puissante qu'elle projette Fei du haut d'une falaise, lui faisant lâcher son émetteur. Bai peine à bouger son corps, et Heng annonce qu'il est temps d'aller achever ses amis. Cette menace ne fait que raviver la volonté de Bai de se battre, et il entraîne Heng avec lui par-dessus le bord de la falaise. Un bref aperçu nous montre que Fei est grièvement blessée, mais proche du monument frontière. Totalement incapable de marcher, elle rampe jusqu'au monument tout en continuant à supplier Bai de tenir bon. Heng est plus furieux que jamais et commence à rouer Bai de coups, tandis que Fei continue à avancer lentement vers le monument. Pendant une pause dans le passage à tabac, Bai fait remarquer que les coups de Heng ne sont pas aussi durs que ses os et le traite de déchet. Heng comprend alors très clairement que Bai ne cédera pas. Alors il déclare que Bai devra chercher à se venger dans l'au-delà, puis lance son attaque finale. Cependant, Heng est stupéfait de voir que Bai s'accroche à son bras et refuse de le lâcher. Nous voyons ensuite que Fei atteint enfin le monument et parvient de justesse à envoyer son message au secteur spirituel. De retour au combat, Heng tente de se dégager de l'emprise de Bai, mais ce dernier ne le permet pas, et Bai proclame que s'il doit mourir, alors Heng l'accompagnera dans la mort. Bai enfonce alors davantage l'épée en lui-même, rapprochant Heng suffisamment pour lui porter un coup de poing à travers la gorge. Le combat prend fin juste au lever du jour, et Bai reconnaît fièrement son exploit avant de s'effondrer. De retour au secteur spirituel, nous voyons que le message de Fei est entendu par tous. Elle a déclaré que Feng avait été tué au combat,
que Huyan était grièvement blessé et que Bai avait attiré à lui seul un cultivateur de niveau 9, sans que l'on sache s'il était encore en vie. L'aîné chargé de l'application de la loi, nommé Ouyang-ji, est informé de la trahison du clan Lushan envers le secteur spirituel. On lui rapporte également que Bai a attiré loin de ses compagnons le puissant maître Heng, mais qu'on ignore s'il a survécu. Ouyang-ji fait alors sonner la grande cloche et envoie un message. Il ordonne à tous les disciples d'abandonner leur mission, d'interrompre leur entraînement et de cesser toute activité pour se rassembler au centre du village. Là, il leur explique que le clan Lushan s'est allié au secteur du sang et a massacré des mortels innocents pour parvenir à ses fins. De plus, l'un de leurs propres disciples, Bai, a livré une bataille acharnée seul afin de sauver ses compagnons, et son sort demeure inconnu. Il déclare que le moment est venu pour eux d'agir. Ouyang-ji ordonne alors à tout le monde de partir au combat pour anéantir les traîtres et secourir leurs compagnons. La foule est galvanisée en scandant ces paroles, et tous se préparent à la guerre. L'histoire se poursuit alors qu'un réseau de téléportation est activé et que le chef de secteur ordonne à tous les disciples de ne pas revenir sans victoire. De retour à la montagne, le chef du clan Lucian se demande pourquoi Heng n'est toujours pas revenu et doute qu'il ait été vaincu. À ce moment-là, leur rituel pour activer le réseau d'esprit inversé est interrompu lorsque leur caverne commence à s'effondrer. À l'extérieur, le chef est stupéfait en voyant une flotte de vaisseaux de guerre volants et il est horrifié lorsqu'il réalise qu'ils ont été découverts. Les forces du secteur des esprits lancent alors leur attaque contre la base du clan Lucian et son chef fait de son mieux pour les arrêter. Cependant, il n'a absolument aucune chance et l'ensemble du clan Lucian est instantanément écrasé par la puissance écrasante de l'armée du secteur des esprits. Le chef Li est alors informé que Bai et Fei n'ont toujours pas été retrouvés et il explique qu'ils deviennent désormais la priorité absolue. Près du monument, Fei est retrouvée par deux étrangers vêtus de robes qui la soignent juste assez pour qu'elle puisse se réveiller. Sa première pensée est d'aller aider Bai, mais elle peine à courir et les deux étrangers lui proposent d'y aller à sa place. Fei les ignore complètement, ne pensant qu'au fait que Bai a tout sacrifié pour elle. Elle les laisse derrière elle, puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans la montagne. Dans la forêt, les membres du secteur des esprits découvrent les traces d'un des combats de Bai et constatent qu'il s'est battu contre plusieurs membres de clan qui avaient atteint le 7e niveau de condensation du ki. Li fait remarquer que même des disciples choisis n'auraient pas pu s'en sortir indemnes et ne peut qu'imaginer la douleur atroce que Bai a dû endurer. À ce moment-là, un indice est signalé et Li se rend sur les lieux pour voir qu'ils ont trouvé un morceau des vêtements de Bai dans une flaque de sang. Li a alors un bref souvenir du moment où il avait dit à Yan Fei de donner ses vêtements à Bai. Il avait affirmé que même si Bai est très espiègle, il possède un talent inné et Li croit que Bai pourrait un jour devenir un grand cultivateur. Ils découvrent ensuite une marque de lame qui révèle qu'elle a été faite par un cultivateur au 9e niveau de condensation du Ki et que la personne a dû utiliser une technique létale exécutée à pleine puissance. On informe Li qu'il serait impossible que Bai ait survécu et Li regrette d'être arrivé trop tard. À cet instant, Fei arrive et explique que tant que le corps de Bai n'a pas été retrouvé, cela signifie qu'il est encore en vie. Cependant, elle s'effondre lorsque l'enquêteur lui montre le morceau de vêtement ensanglanté de Bai, mais elle refuse toujours de croire qu'il est mort. Fei, prise de panique, appelle désespérément Bai par son nom, tandis que Li se contente d'ordonner aux autres disciples de poursuivre les recherches. Au sein du secteur des esprits, le chef du secteur de la rivière spirituelle, nommé Yuan, est informé qu'une recherche de traces de vie a été menée, mais que dans ce monde, il n'y a pas la moindre trace de vie émanant de Bai. Yuan souligne à quel point il est rare de trouver quelqu'un d'aussi loyal et juste, tout en étant puissant et intrépide. Si la rébellion de dilution avait réussi ce jour-là, le royaume spirituel aurait été en grand danger. Bai a réussi à gagner suffisamment de temps pour qu'un message soit envoyé, et ce danger, aux conséquences trop terribles pour être envisagées, a ainsi pu être évité. Le secteur n'oubliera jamais que Bai a sacrifié sa vie pour une cause juste et il prévoit de lui rendre hommage. Quelque temps plus tard, une cérémonie commémorative est organisée pour pleurer la perte du génie cultivateur Bai. Tout le monde pleure sa mort,
mais Zhang rappelle aux membres de la cuisine de feu qu'ils ne doivent pas verser de larmes, car ils doivent accompagner Bai avec calme dans son dernier voyage. Un discours en l'honneur de Bai est prononcé, soulignant à quel point c'était une bonne personne. Il a utilisé sa vie pour répandre le bien et éliminer le mal, et a finalement sacrifié cette vie pour sauver le secteur des esprits. Mei est totalement effondrée et supplie qu'on lui rende Bai. Bai est alors accepté comme disciple au nom de l'être parfait Ling Luo et reçoit le titre de disciple honoré, devenant ainsi seulement le 10e en plusieurs milliers d'années d'histoire du secteur des esprits. Une cloche est sonnée en son honneur, et tous baissent la tête pour pleurer sa disparition. Li se retrouve alors à se demander ce qui se serait passé s'il n'avait jamais emmené Bai dans le royaume spirituel, ou s'il lui avait accordé davantage d'attention. Les autres membres de l'équipe de Bai sont ensuite promus au secteur intérieur, mais Fei demande que sa promotion soit annulée. L'aîné est stupéfait, car personne n'a jamais refusé une promotion au secteur intérieur, et la foule est convaincue qu'elle a perdu la raison. Yuan est intriguée par les raisons d'un tel refus, et elle explique qu'elle a une autre requête. Elle choque alors tout le monde en déclarant qu'elle souhaite être affectée à la ville de Dongling. Yuan fait remarquer que cette ville se trouve à la frontière du territoire de Lushan. C'est une terre désolée et dangereuse où personne ne veut aller. Fei explique qu'elle croit toujours que Bai est vivant et qu'elle veut s'y rendre pour l'attendre. Yuan accepte sa demande et l'on voit que Fei reste à la cérémonie bien plus longtemps que tous les autres. Elle se demande si Bai apprécierait qu'elle parte dans un endroit aussi dangereux, mais Fei sent qu'elle le doit, puisque Bai a renoncé à son Elle réalise qu'elle ne pourra jamais lui rendre la pareille dans cette vie. Mais, peu importe le temps que cela prendra, elle jure de l'attendre jusqu'à son retour. Ailleurs, on découvre que Bai rêve d'être un héros du secteur des esprits, et à sa grande surprise, il se réveille complètement guéri. Il commence à se demander s'il est mort et s'il a rejoint le monde souterrain. Bai remarque à quel point il a toujours cherché à éviter la mort toute sa vie, lorsqu'un homme apparaît soudainement. C'est le gardien du tombeau, et Bai le supplie de faire preuve de miséricorde, affirmant qu'il n'est qu'un fantôme de passage. Cependant, Bai est extrêmement soulagé d'apprendre qu'il est toujours en vie. Il pense immédiatement à la sécurité de ses deux amis et tente de les retrouver, mais il est stoppé par une barrière. L'homme explique qu'il s'agit d'une barrière ancienne, et bien que Bai se soit entraîné avec la méthode du pouvoir immortel, il ne pourra pas la franchir. Bai est surpris d'apprendre que l'homme connaît son entraînement, et ce dernier lui explique que si le pouvoir immortel ne circulait pas dans son corps, alors il serait devenu un fantôme solitaire errant. Le pouvoir immortel a absorbé de force les forces vitales environnantes et a guéri Bai de lui-même. L'homme donne ensuite à Bai une pilule qui l'aidera à restaurer sa force spirituelle et lui explique qu'il reviendra exactement dans 15 jours. Par la suite, Bai trouve étrange que cet homme veuille l'aider à récupérer ses forces, mais refuse de le laisser sortir de la grotte. Cela le pousse à se demander si l'homme ne cherche pas simplement à l'engraisser avant de le manger. Bai se reconcentre toutefois, se rappelant qu'il doit retrouver 6 amis, et décide d'améliorer la pilule qu'on lui a donnée. Il le fait et commence un entraînement dans le but d'atteindre la peau de bronze. L'entraînement est plus éprouvant que jamais, et Bai doit se répéter sans cesse qu'il doit endurer toute la douleur. Il réalise que le raffinement de la pilule a parfaitement fonctionné, puisqu'il parvient enfin à atteindre la peau de bronze, mais il est ensuite submergé par une douleur encore plus grande. Bai sort alors de la grotte et constate qu'il a franchi un nouveau palier. Il a maintenant atteint la peau d'argent. L'homme est là, l'attendant, et il est stupéfait de voir que Bai a réalisé des percées successives en si peu de temps. Bai s'excuse d'avoir été aussi méfiant à l'égard de l'homme et comprend désormais qu'il voulait simplement l'aider à progresser dans la méthode du pouvoir immortel. L'homme lui explique que même si cela peut être le destin de Bai, maîtriser le pouvoir immortel est extrêmement difficile et éprouvant. Seuls ceux qui maîtrisent les 2 volumes écrits dans les Écritures peuvent briser les chaînes et les sceaux et résoudre l'énigme de la vie et de l'éternité. L'homme disparaît, mais demande à Bai de ne jamais parler de leur rencontre à qui que ce soit et lui laisse en cadeau le 2e volume manquant du pouvoir immortel. Le dernier message de l'homme révèle que le clan Lucian a été exterminé et que ses amis ne sont plus sur la montagne. À la ville de Donglin,
Fei est informée que son superviseur est furieux qu'elle ne soit pas revenue faire son rapport de mission depuis plus de 6 mois. Le messager s'inquiète que son corps ne puisse pas endurer davantage et craint la réaction future du superviseur. Mais Fei ne s'en préoccupe pas du tout et explique que tant qu'elle peut attendre Bai, elle acceptera n'importe quelle punition. Par la suite, Fei patrouille dans la ville et l'on voit un mendiant maltraité alors qu'il tente d'obtenir un peu de nourriture. Il est presque écrasé par quelqu'un qui le traite de mendiant puant, mais Fei arrive et ordonne qu'on donne à manger au mendiant. Elle est alors stupéfaite d'entendre la voix du mendiant lorsqu'il la remercie, mais quand elle retourne pour le chercher, il a disparu. Fei est bouleversée de ne pas l'avoir reconnu plus tôt et affirme qu'elle n'oubliera jamais cette voix pour le reste de sa vie. D'autres personnes insultent le mendiant à proximité. Alors Fei court vers lui et crie son nom. Le mendiant se retourne et révèle qu'il est Bai. Et Fei ne peut retenir ses larmes, soulagée de voir qu'il est enfin revenu. Plus tard dans la nuit, Bai reçoit des vêtements et un repas tandis qu'il est chaleureusement accueilli par Fei. Elle se demande pourquoi elle n'a eu aucune nouvelle de lui pendant 6 mois et lui explique que tout le monde était inquiet. Bai lui dit qu'il a perdu son transmetteur, mais qu'il s'est aussi inquiété pour elle. Il n'a pas dormi du tout pendant son voyage de retour, et elle souligne que c'est sûrement pour cela que les gens l'ont pris pour un mendiant. Bai veut savoir ce qu'elle fait dans une si petite ville, et Fei trouve le courage de lui avouer qu'elle est venue ici pour l'attendre. Fei ajoute que son père est la seule autre personne à qui elle tient, mais que la sincérité et l'honnêteté de Bai surpassent tout ce qu'elle a connu chez quelqu'un. Bai lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il sera toujours là pour elle quand elle aura besoin de lui. Il résoudra tous ses problèmes et apparaîtra partout où elle se trouvera pour qu'elle ne soit plus jamais seule. Elle se met à pleurer et Bai lui promet qu'il ne révélera ses soucis à personne. Voyant que Bai est revenu sain et sauf, Fei explique qu'elle peut enfin partir sans regret. Bai ne veut pas rester seule alors qu'il commence à s'endormir, mais Fei lui confie qu'elle doit lui faire des excuses. Elle explique que toute son existence dans ce monde est fausse et que seule la personne devant lui est réelle. Le lendemain matin, Bai se réveille en pensant que le baiser qu'elle lui a donné n'était qu'un rêve. Mais Fei est partie, alors Bai suppose qu'elle est retournée au secteur. De retour au secteur, on voit que Bai est traité comme un héros et un événement spécial est organisé pour commémorer sa disparition héroïque. On explique que le secteur des esprits n'oubliera jamais Bai et une statue en son honneur est dévoilée. C'est alors qu'un vaisseau volant s'écrase sur la statue, lui brisant la tête, et tout le monde est choqué de voir que c'était Bai. Par la suite, tout le monde est soulagé de voir que Bai est encore en vie, mais certains se demandent comment il a pu survivre à une situation aussi terrible. Les amis proches de Bai attendent à l'extérieur d'un temple et se demandent pourquoi les chefs le retiennent aussi longtemps à l'intérieur. À l'intérieur, Bai termine d'expliquer ce qui s'est passé sur la montagne, tandis que les chefs observent à quel point ses vêtements sont déchirés et en concluent qu'il a dû endurer d'immenses épreuves. Bai s'excuse de ne pas avoir pu sauver Feng, mais au fond, il est surtout soulagé d'avoir conservé ses vêtements en lambeaux, afin que tout le monde voit combien il a souffert. Yuan explique ensuite que le secteur a déjà promu Bai au secteur intérieur et l'a nommé 10e disciple honoré. Bai est alors surpris d'apprendre que les autres disciples honorés sont tous des individus éminents, mais qu'ils sont tous décédés. Yuan révèle également qu'il a représenté son défunt maître, l'être parfait Ling Luo, en acceptant Bai comme disciple. Bai ne semble pas très intéressé par tout cela. Ce qui l'enthousiasme, c'est de découvrir quelle sera sa récompense. On lui explique alors qu'il a déjà reçu la plus grande récompense possible, celle de pouvoir rendre hommage au maître. Mais Bai n'est pas satisfait de cette réponse et rappelle à tous ce qu'il a accompli pour le secteur. Il jure également de verser de nouveau son sang avec passion pour le secteur et de donner sa vie avec joie pour le protéger. À cet instant, le chef Li entre et Bai est heureux de le revoir enfin. Il s'excuse de l'avoir inquiété. Li déclare alors avec gravité qu'il aimerait offrir à Bai un équipement pour le protéger, mais qu'il est seulement un expert dans l'art du raffinage d'élixirs et qu'il ne peut pas assurer sa sécurité. Bai entre dans le jeu et répond avec emphase que ce n'est pas grave. Il ne veut rien recevoir, car il ne cherche que le chemin de la justice. Yuan comprend ce qu'ils essaient de faire et décide alors d'offrir à Bai le bouclier de la grue divine.
Celui-ci contient l'âme d'une grue immortelle et peut résister aux attaques de cultivateurs du niveau fondation. Bai reçoit également l'épée du corbeau doré, qui renferme le corbeau doré divin. Elle peut s'ajuster au niveau de cultivation de son utilisateur et permet même de voler. Cependant, elle est trop difficile à manier pour lui et tout le monde est déconcerté d'apprendre que Bai souhaite l'échanger contre autre chose. À l'extérieur, les amis de Bai se disputent pour être les premiers à le saluer et il leur explique que tout va bien maintenant. Par la suite, Bai affirme que cela fait si longtemps qu'il était parti et tout le monde passe du temps à lui raconter tout ce qui s'est passé en son absence. Bai, de son côté, raconte avec enthousiasme à chacun les histoires de ses célèbres combats sur la montagne. Mei ramène alors Bai sur la scène où la compétition du secteur avait eu lieu et lui montre à quel point la plante utilisée lors de la finale a grandi. Elle explique qu'à l'origine, cet endroit servait à rendre hommage à Bai, mais qu'il est peu à peu devenu un lieu où les vœux sont exaucés. Mei révèle que son vœu s'est déjà réalisé, puis court pour lui montrer autre chose, mais Bai reste sur place, pensif, en songeant à Fei. Par la suite, on informe Bai que les recherches sur la localisation de Fei sont en cours et qu'une fouille complète de la ville de Donglin a déjà été menée. 2 semaines se sont écoulées sans aucune nouvelle, et Bai se demande pourquoi Fei est partie sans lui dire au revoir. Mei interrompt ses pensées pour souligner à quel point Fei a de la chance d'avoir quelqu'un comme Bai qui se fait autant de soucis pour elle. Elle est persuadée que Fei avait simplement des affaires urgentes à régler et qu'une fois cela terminé, elle reviendra sans aucun doute pour Bai. Mei lui promet de toujours rester à ses côtés et Bai remercie la fille idiote. Plus tard, on montre à Bai qu'il a reçu plusieurs cadeaux de la part des chefs d'autres secteurs et il est fou de joie qu'on l'appelle désormais Maréchal Bai. Dans la ville, les gens bavardent sur le fait que Bai a reçu la puissante épée divine du corbeau doré et Bai décide de la montrer brièvement à la foule. La foule peine à soutenir le regard face à cette arme divine, mais supplie de la revoir lorsque Bai la range. Bai reçoit alors de nombreux signes de respect alors qu'il traverse la ville, et l'on voit que l'ancien est fatigué de toute l'agitation qu'il provoque. Le chef affirme que tout ce vacarme ne les atteindra pas là où ils se trouvent. Mais il se trompe, car Bai passe en volant à proximité. Par la suite, la réputation de Bai commence à évoluer alors que des rumeurs sur ses liens avec tout le monde se répandent. Ailleurs, Bai se demande où il pourrait encore aller pour être adoré. Et Bao lui répond qu'ils sont déjà allés presque partout et qu'ils ont rencontré presque tous les disciples. C'est alors que Zhu apparaît, et Bai lui dit qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps. Il commence à se vanter de son nouveau statut, mais elle s'en va simplement. Bai essaie de la suivre, mais ne parvient pas à contrôler l'épée avec Bao comme passager, et il s'écrase. À ce moment-là, Bai entend une voix familière et découvre qu'il s'agit de Chen. Chen exprime à voix haute qu'il aurait dû éliminer Bai quand il en avait l'occasion, mais promet de le faire à l'avenir. C'est alors que Bai se montre et dit à Chen qu'il devrait respecter ses aînés, affirmant que les jeunes comme lui représentent l'avenir du secteur des esprits. Bai ajoute qu'il devrait s'inspirer des actions de son frère tombé au combat, Feng, et Chen tente alors de prendre congé. Mais Bai explique qu'il aimerait en réalité avoir une longue discussion avec lui, ce qui inquiète Chen, qui précise que son nouveau maître est Tian Yu. Bai n'a aucune idée de qui il s'agit, alors Chen lui explique que c'est l'élu. Bai prévoit de donner une leçon à Chen pour lui avoir parlé aussi familièrement, mais Tian Yu arrive à ce moment-là et déclare que le fait que Bai soit un disciple honoré est une blague. Bai n'apprécie pas cette remarque, mais reste stupéfait lorsque Tian Yu lui montre un aperçu de sa puissance. Tian Yu explique qu'il refuse de laisser Bai perturber ses préparatifs pour entrer dans le niveau fondation. Il s'éloigne et Bai